Bonjour et bienvenue à tous à cette première table ronde du Levis Music Project. Et à cette occasion, j'ai l'un de mes artistes favoris qui est ici, Isha. Alors ça, c'est un titre personnel. Et justement, on va aborder un sujet qui, à mon avis, peut intéresser énormément les jeunes artistes qui se lancent. C'est comment toucher un public de niche et comment faire en sorte que ce public de niche soit engagé et réussir à gagner de l'argent avec ça. Et je pense justement que Isha, aujourd'hui, lorsqu'on regarde son parcours, c'est l'un de ces artistes justement qui a réussi à le faire vraiment bien, avec beaucoup d'authenticité. Et on a la chance aujourd'hui de l'avoir lui et son équipe, et ça va être l'occasion d'en discuter, de revenir sur son parcours, sur son retour, parce qu'il y a eu un retour avec La Vie Augmente 1, quand tu es revenu. Et on va essayer de revenir sur tout ça et analyser tous les aspects de sa carrière, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, aussi bien au point de vue musical, tourné, mais aussi avec Papa Shango, parce qu'il y a un côté très aussi très partage, très associatif, et aussi, je pense, business. Et c'est ça qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Alors, Isha, comment ça va? Ça va très bien, je suis content d'être là. Ouais. Je suis content de participer à ce genre d'initiative. C'est très bien qu'il y ait des contenus où on peut parler. Tu vois, c'est souvent le rap, on parle souvent de la musique et tout. Mais parler développement aussi, c'est notre quotidien, c'est ce qu'on fait en off tous les jours. Donc c'est bien de le partager, quoi. C'est ça, et puis tu es venu avec des piliers de ton équipe, Ouais. des gens, si on a l'occasion de te voir tourner ou quoi, on va souvent voir ces personnes-là. Ouais. Et justement, je vais les laisser se présenter, histoire que vous puissiez aussi avoir une présentation complète de chacun. Et je vais commencer par Limsa. Je m'appelle Limsa Dolnay, c'est mon nom d'artiste. Je fais du rap et on peut me trouver notamment dans Labrador Bleu d'Isha, sorti le 15 avril, sur le morceau Modou. Voilà. Et ensuite, on a... Donc moi c'est Stan, je suis l'associé d'Isha dans Papa Shango et on produit Isha et un autre artiste qui s'appelle Gouti ensemble et je suis aussi son manager. Et ensemble avec Six qui va se présenter après, on a un autre label sur lequel on produit et manage Green Montana et on édite un beatmaker hollandais qui s'appelle Lamsi. Enfin, Six God. Moi, c'est Six, associé, ami d'Isha. On a monté North ensemble. On édite, on s'occupe de Green en règle générale. Moi, je m'occupe beaucoup de la direction artistique. Après, voilà. Je pense que tout s'entremêle. Vous verrez dans les discussions que dans l'indépendance, mais tout s'entremêle. Et c'est pour ça que je suis là. C'est clair que même si vous avez des rôles, finalement, étant donné que vous êtes dans une petite structure, tout le monde peut toucher à pas mal de choses en même temps. Et ça doit sûrement être le cas aussi de Six et de Stanley et de Limsa. Ouais. Et avant tout, j'aimerais revenir sur le premier projet. Parce qu'en fait, après une discussion que j'ai eue justement avec Six la dernière fois qu'on s'est vu, ta carrière, pour quelqu'un qui découvre La Vie Augmente 1, on peut se dire que c'est ton tout premier projet et c'est ton entrée dans le rap. Ouais. Mais en fait, pas du tout. Il y a eu un parcours, ça fait longtemps que tu es là. Et j'aimerais savoir, entre ce que tu faisais dans les années 2000 et aujourd'hui, déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à revenir? Et quelle était en fait ta démarche artistique lorsque tu es revenu? Moi, ce qui m'a poussé à revenir, c'est l'engouement qu'il y avait autour du rap. Avant ça, il y a eu la crise du disque. Moi, je rappais, tout ça, mais très naturellement, je me suis éteint, je me suis fait discret par rapport à la crise du disque. Et puis, à un moment donné, on a senti que le rap revenait dans les médias, tu vois, t'entendais des instrus, dans Téléfoot, il y avait des rappeurs, et notamment Joke. Moi, j'ai pas de mal à le dire, mais c'est vraiment quand j'ai vu un des clips de Joke où il est avec des Air Max sur une voiture, sur le capot d'une voiture. Pour la promo du Air Max Vaporman, je crois. Non, je crois que c'était un vrai clip. MTP Anthem. MTP Anthem, ouais, c'est ça. Okay. Et je vois les vis cartonnés, je vois les Air Max, je vois le Range Rover et tout, casquette, et ça m'a vraiment, je me suis dit, ah ouais, en termes d'image, là on arrivait à quelque chose de très soigné et un peu moins rue, un peu moins crasseux, tu vois. Ouais. Et ça m'a direct ébloui. Et puis j'ai commencé à réfléchir, à reprendre plus sérieusement. J'avais presque arrêté, mais je n'avais pas arrêté totalement.
Et puis après ça, il y a eu, le rap est revenu, ça a explosé. D'accord. Tu vois. Ok. Et donc ça m'a juste donné envie. Je me suis dit, en fait, ce que j'ai attendu depuis si longtemps et les raisons qui m'ont fait arrêter, ben maintenant ça me fait. Les voyants sont verts, en fait. Ouais. Tu vois. Et après, au niveau de la direction, j'ai eu. Il s'était passé tellement de choses ces années-là, avant que je reprenne, et toutes ces années, les 10 années avant que je recommence à rapper, que j'avais des tonnes de choses à raconter. Ouais. Donc je me suis dit, ben, je vais juste raconter ce que j'ai vécu et le changement, quoi. D'accord. Tu vois. Et lorsque tu as lancé ce premier projet, La Vie Augmente, d'un point de vue extérieur, c'est très authentique ta manière d'écrire. Et toi, lorsque tu es arrivé, est-ce que tu avais une attention particulière en te disant, OK, j'ai envie de toucher un public en particulier, ou tu t'es dit, je vais dire ce que je pense, je vais le produire correctement, et ensuite on verra les retombées? Non, c'était, je dis ce que je pense, on verra. Je savais même pas quel type de public j'allais accrocher, la tranche d'âge, je savais pas. Je savais rien, j'étais vraiment un mec... LVA1, je buvais encore de l'alcool, donc c'était vraiment un mec qui buvait, qui allait en cabine, qui écrivait ses trucs et qui chantait. Après, j'avais des mecs, une équipe autour de moi que je voyais par moments s'émerveiller sur quelques sons, tu te rappelles, tu vois. On était en studio et on voit d'autres qui explosent, tu vois. Ouais. Je vois Damso qui signe 9-2i, Hamza, il lâche respect, tu vois, il est vraiment dans les prémices. Et donc, au fur et à mesure où moi j'enregistre, je vois les mecs qui sont en train de pop tout doucement, tu vois, qui sont en train de réaliser ce qu'un Belge n'avait jamais vraiment réalisé, ça veut dire être encensé par le public français, tu vois. Ouais. Ça, c'était nouveau pour nous. Donc au départ, lorsque tu lances le projet, et donc les retours ont été là, Ouais. et c'est à partir de là que les choses deviennent intéressantes. Parce que là, tu as de la data en quelque sorte. Ouais. Tu as les gens qui écoutent, qui apprécient la musique. Et une fois que tu as ces retours-là, c'est à partir de là que la dimension business intervient. Ouais. Ça, c'est important de dire aussi, je pense que très souvent, on a tendance à vouloir avoir un manager avant même de recevoir des mails ou des appels, tu vois ce que je veux dire? Et moi, je me rappelle, même avant qu'on travaille sérieusement, même 10 ans avant, il y a beaucoup de gens qui disaient « Ouais, mon manager », mais en fait, tu n'as pas réellement besoin de manager, tu vois. Ouais. Après, tu peux sentir quand ça arrive. Lui, il était au Canada. Je crois qu'il n'était pas encore revenu. Enfin, tu le diras, mais il était sur le point de revenir. Moi, je voulais qu'il soit mon manager. Et tout naturellement, on a reçu des mails entrants, donc il a eu de la matière pour travailler, quoi. D'accord. À partir du moment où les maisons de disques ont commencé à te solliciter, ce genre de choses-là. Ouais, mais avant même les maisons de disques, c'est les médias. D'accord. C'est plus les médias. Ok. Comme le rap est en train d'exploser, il y a eu aussi une explosion des médias. Ils sont multipliés, donc il y a eu ça, demande d'interview. Je crois que un de nos premiers concerts, c'était à Bordeaux, tu vois. Ok. Tu vois, quand lui reçoit un mail entrant qui dit « Ouais, on voudrait Isha à Bordeaux », on comprend même pas, tu vois. Ah oui, ok. Ouais. Et justement, Stanley, t'interviens quand dans la carrière d'Isha? Moi, j'étais au Canada de 2012 à 2015. Et vers 2015-2014, il m'envoie les morceaux qu'il enregistre, juste parce qu'on est amis déjà. Et je lui donne mes retours. Et quand je reviens en 2015, il a déjà enregistré Tony Hawk, 3h37, Oh putain, des gros morceaux d'LVA1. Et il a un producteur. Et il me dit, mais en fait, à deux, c'est pas possible, il nous faut un troisième gars qui prend un autre rôle. Et donc, il estimait déjà depuis longtemps que j'avais les qualités de management. Mais déjà avant le Canada, moi je rappais. Et puis au Canada, je n'étais pas là. Donc quand je suis revenu, il m'a dit, vas-y, monte dans le bateau, quoi. Parce que c'est aussi quelque chose que les gens ne se rendent pas forcément compte. Tu n'es pas obligé de passer par une formation pour apprendre ce métier-là. C'est des choses qui viennent naturellement et c'est du bon sens finalement. Ouais. Ou après, mais il y a quand même des qualités premières. Ouais. Par exemple, moi, je suis nul en organisation. Tu ne peux pas être manager, tu vois. Je veux dire, où je procrastine souvent. Un manager, tu vois, on sait très bien c'est fait pour qui en vrai, tu vois. C'est pas fait pour... Il y a une chose qui est importante de dire aussi, c'est qu'avant de rentrer en studio, c'est ces deux-là qui me motivent en fait. D'accord. J'avais déjà produit et managé avant. Ouais. Puis j'avais arrêté. J'étais un peu passé à autre chose naturellement, comme Isha. Et à un moment donné, quand il y avait tout ce truc qui revenait, je me disais, ok, s'il y a un mec de chez nous avec qui j'ai envie de bosser, c'est le frangin. Ouais.
Mais je savais qu'Isha, il rappait pas trop, tu vois. Ouais. On était chacun dans nos occupations. Stan était au Canada, Isha, il était dans son truc, moi, je suis dans mon truc aussi. C'est une période où je voyageais beaucoup. Et donc, je discutais avec Stan et je lui dis, mais gros, Isha, il est où? Il fait quoi? Parce qu'en vérité, c'est lui qui doit revenir parce que il y a toute une génération de mecs qui font des choses qui l'ont écouté. Donc, ce serait bien qu'on écoute le mec que les mecs ont écouté. Ouais. Et donc, c'est de là que ça part. Mais toi, du coup, tu étais producteur, parce que là, tu es producteur avec Isha. Mais c'est sur l'autre label ou c'est sur Isha En au fait, départ? en gros, il y a Papa Shango D'accord. qui produit Isha et Gucci. Ok. Nous, on a une structure qui s'appelle North. Ouais. On est 4. Stan, Isha, Meriem et moi. Où on s'occupe de la prod Exit Green et ses éditions, plus son tour, et son management. On s'occupe un peu de tout. Et c'est cette structure qu'on partage en commun. Mais comme, hormis tous les liens business qu'on a, on a vraiment des liens familiaux. On se connaît bien avant la musique, en fait. D'accord, ok. Donc, tout se mélange. C'est-à-dire que il va pas me... Je vais pas donner mon avis ou lui donner des conseils business ou artistiques et après demander des crédits. Ça se fait naturellement. On est ensemble, on a des groupes WhatsApp, on se parle tous les jours. Ouais. Bon, même si géographiquement, on est tous dans des lieux différents. Ouais. Mais J'ai cru comprendre, vous êtes un peu éparpillés, toi tu es en France, vous êtes en Belgique, et toi tu es toujours en France en plus. Moi, je suis en Belgique. ça. Il nous a rejoint. Eh oui, ça y est. Ok, bah, La France, c'était pour dépanner, ça y est. mais justement, moi j'aurais dit que tu es la partie, t'es l'antenne française finalement, mais non, finalement tu les as rejoints. Et quand est-ce que tu interviens dans la carrière d'Isha et quand est-ce que tu commences à bosser avec les Je crois que la première fois qu'on échange, ça doit être en 2018. D'accord. Je suis parti. Georges m'a mis sur invite à ton concert. J'étais parti, je crois que c'était à la Bellevilloise. Et je crois 1 ou 2 jours après, tu m'as envoyé un message. Tu m'avais dit que tu avais guetté la Grun de Sceaux. On a commencé à se jacter, se donner du respect et tout. Moi, ça faisait aller depuis LVA1. C'est un autre rappeur de Bruxelles qui s'appelait Isha aussi, mais lui avec un Y, Oui, si, ouais, je comprends. qui m'avait fait écouter Isha. À l'époque, c'était Pacemaker. Ouais. Et du coup, j'ai continué comme ça de surveiller. Ouais, il y a des morceaux, c'était trop. Et après, Ça, vous avez commencé à bosser ensemble. je l'ai partagé à mes copains, les Giorgio et compagnie. Et ouais, on a commencé à discuter, on s'est rapprochés, on a fait le morceau Starting Block. Dans Et les puis projets, voilà. là. Ok, très bien. Mais je voulais revenir justement sur ton lien et sur ton parcours avec Isha. Toi, donc tu as produit avant, tu as un parcours dans la musique et c'est ensuite que tu reviens sur Isha après avoir laissé tout ça. ouais, en gros, moi, j'ai produit de 2006 à 2012 Ok. un mec qui s'appelait Gandhi. D'ailleurs, il devient encore on dit. Mais je pense qu'il continue. Ouais, il il est continue, encore là, il est encore là. Et J'aime bien ce qu'il en fait, c'était un peu le rappeur de la ville, même Ouais, du c'était pays. le meilleur. C'était, le tu meilleur. vois. Ouais, mais on l'écoutait ici aussi. Et le problème, c'est qu'il est arrivé vraiment Trop tôt. à une... En fait, c'est une période ingrate. Bah, Tu vois, il n'y avait pas vraiment Internet, il n'y avait Ouais. pas vraiment de trucs. On vous arrivait... êtes la génération sacrifiée, comme on dit. Un peu ça, tu vois. Et on arrivait sur Paris, tout le monde disait c'est trop fort. Mais tu vois, tu viens pas d'un endroit identifiable, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, c'est pas les mêmes codes. Tu passes pas à la télé, tu passes pas à la radio. Mais malgré ça, ça a bien marché en Belgique. On a fait, on est sorti, on a vendu des disques, on a rempli des grandes salles. Et puis à un moment donné, la boucle est bouclée, tu vois. Ouais. Tu as envie de passer à autre chose. Et j'étais un peu fatigué de la musique. Parce que moi, je suis quelqu'un qui fonctionne qu'au feeling. D'accord. Et j'avais envie de passer à autre chose. Mais on a un petit écart d'âge avec Isha. Et depuis l'époque, parce qu'on a tous rappé, il y a toujours, dans une ville, il y a toujours 5-6 mecs où tu sais que les mecs qui sont chauds. Et dans la génération d'Isha, c'était lui, D'accord. tu vois. Et hormis ce fait-là, c'est que moi, j'avais une équipe, il avait son équipe, Stan avait son équipe. Et au fait, toutes ces équipes étaient imperméables. Ça faisait qu'on était 60 au final, tu vois. Lui, c'était les autres, lui, c'était l'agence, moi, j'étais Weeby. Et tout se mélangeait, tu vois. D'accord. Donc, je sais pas, moi, on s'est rencontrés. Mais nous, c'était l'école, c'était à Don Bosco. Ouais. En plus, même, tu rappais avec Mehdi. Ouais, qui était son petit. Tu vois, ouais, ouais. J'avais un ami d'enfance, mais qui Ouais. était son pire petit, tu vois. Tu vois. Que lui, il l'avait pris sous son aile, donc. C'était vraiment, on était vraiment très très jeunes. Ok. Donc le lien il s'est créé tout de suite. Ok. Tu vois. Après il y a le talent, il y a la musique qui se construit au-dessus, mais le vrai lien, Il est c'est un amical. lien amical. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, après LV1, lorsque vous avez eu un peu de data et que du coup Stanley a rejoint le bateau, Six aussi,
À partir de là, ça a été comment le business se met en place à partir du moment où on a des retours, où on sait qu'on peut commencer un petit peu à tourner. Comment vous vous organisez globalement? En fait, le producteur qu'on avait à l'époque avait un lien étroit avec BMG, qui est une maison d'édition ici en France. Et genre naturellement, tous les artistes qu'il allait développer à partir d'un certain moment allaient d'office signer chez BMG en édition. C'était un peu ça. Et donc nous, on a eu une proposition de signature en édition chez BMG pour Isha trop vite, tu vois. Je dis trop vite, c'est maintenant que je dis trop vite. À l'époque, c'était très vite, on était content. Et c'était pas des sommes astronomiques, mais c'était de quoi régler des dettes et repartir, tu vois. Et donc, c'est le premier billet qu'on nous propose de la musique, tu vois. Je me permets de te couper. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par trop vite? C'est qu'en fait, on aurait pu travailler, produire de la musique par nous-mêmes pendant encore au moins, à mon avis, 1 an et décrocher une meilleure signature plus tard. Parce qu'on aurait justement généré du data, des streams, on aurait fait plein de concerts et donc son nom, il aurait évolué. Ok. Et pour des petits montants, et encore comme mon ancien producteur, il avait un espèce de deal avec eux, qui n'était pas une obligation de me signer, mais tout ce qu'il développait, il signait. En fait, quand j'ai fait le concert j'ai fait un concert à la Maroquinerie, c'était pas un concert, c'était pour un site et c'était une carte blanche, il y avait plusieurs artistes. Et en fait, il y a des gens de Warner qui étaient dans la salle. Et les mecs de BMG, ils ont vu Warner Chappell en édition, ils ont dit mais qu'est-ce que vous faites là, tu vois? Après, ils ont dit ben, nous on veut signer Isha. Et quand BMG a réalisé que Warner voulait me signer, ben, ils se sont dit il faut qu'on le fasse vite, tu vois. D'accord. Et c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Et donc eux n'étaient peut-être pas friands du projet de base parce que les négociations elles étaient là depuis longtemps. Tu vois, mon producteur il voulait dès mon entrée en studio, me signer pour avoir des enveloppes de BMG et travailler le projet. D'accord. Et Mais- tu voulais signer en quel format? Licence, artiste? C'était Non, quoi? c'est des éditions BMG. Ah, des éditions. Ouais, ok, ouais, ça, c'est d'accord, les ok, éditions. désolé, Ouais. ok. Et il y avait Warner Chappell qui D'accord, s'occupe ok. du publishing aussi, Oui, tu vois. ok, d'accord. Donc, il voulait te signer directement en édition le Ouais. plus vite possible. D'ailleurs, c'est rare de signer en édition avant de signer en production. C'est pour ça que j'ai pas. C'est très c'est rare, ça. parce qu'en général, un éditeur, comme l'éditeur, en fait, il va récupérer des sous grâce aux droits d'auteur. Donc, grâce à tes passages radio, tes passages télé, si ta musique va dans de la publicité, de la série, etc. En général, c'est très très dur d'atteindre ces objectifs-là si tu n'as pas un producteur qui met de l'oseille. Solide. Ouais. Et donc, c'est très rare qu'un éditeur veuille le signer avant un producteur. Justement, c'est intéressant quand tu dis attendre, parce que c'est vrai que les jeunes artistes ont tendance à vouloir signer le plus vite possible. Mais en fait, ce que vous avez compris finalement, c'est de vous dire, on va attendre, on va faire monter en fait la marque Isha le plus haut possible pour pouvoir négocier au mieux avec la maison de disques. Ouais. Mais ça, c'est lui qui le fait le mieux. Hein. Ah bah justement. Limsa, comme ça. enfin, je sais pas si tu peux Je en sais pas parler. si je le fais mieux, mais c'est sûr que c'est une question que je me pose. Moi, même à ma maigre échelle, j'ai reçu des sollicitations, des propositions. Et des fois, il me faut 6 mois pour me rendre compte que si j'avais accepté ce qu'on m'avait proposé il y a 6 mois, je me sentirais, pour rester poli, spolié, tu vois. Ouais. Parce que, évidemment, c'est un peu comme un joueur de foot, ta cote, elle est en constante évolution ou régression. Il y a aussi l'effet inverse. Des fois, tu peux regretter une proposition si ensuite ça marche un peu moins bien. Mais il faut toujours être conscient de ce que tu peux représenter, de la valeur que tu peux avoir dans 2 mois, après 2 projets. Je vais dire une connerie, après un featuring avec un mec qui peut. Et du coup, ouais, il faut toujours. Et toi, justement, comment tu l'as joué avec les maisons de disques? Est-ce que Moi, je suis à justement, l'écoute de tout. D'accord. J'ai accepté tous les rendez-vous. D'accord. Je suis à l'écoute de tout le monde. Je leur dis, je réfléchirai. Je rentre chez moi, je réfléchis. Comme quoi tout est possible. Et après, je me rends compte si c'est intéressant ou pas. Je suis en contrat avec personne. J'ai pas de manager, j'ai pas de maison de disque, j'ai pas de distrib, j'ai rien. J'ai même pas de tourneur. Ok. Pour l'instant, tu n'en sens pas le besoin parce que tu te rends compte que tu arrives à absorber seul le travail. Ça commence à devenir. Ça commence à devenir compliqué. Et encore, j'ai des frérots qui m'aident et des sœurettes qui m'aident, mais ça commence à prendre des proportions où. En plus, parce que ça demande des compétences quand même de faire tout ça. Et moi, je les ai pas, j'apprends sur le tas. Mais peut-être que ce que Stan il fait en 15 minutes, moi, ça me prend 2 jours, tu vois. J'exagère, mais c'est possible. En même temps, t'es C'est un l'artiste. choix. Ouais. Et, c'est pas un gros mot, financièrement, je suis à 100%. Ouais. À part les impôts, je dois rien à personne. Tout ce que ma musique génère, c'est dans ma poche. Ouais.
Et dans les poches de l'État. Un petit peu, oui, ça c'est. Mais Crois-moi. je crois que j'ai envie de donner aux Belges. Moi, peut-être que je vais changer. C'est moi, là-bas, c'est moins imposé. Hein. Faut partager. Moi, j'ai envie de donner aux Belges maintenant. Là, ça y est. Là. C'est pas autant que chez nous. Ça revient à 100% dans ta poche Ouais. parce que tu dépenses à 100% aussi. Ça veut dire que toi, T'es un du format coup, entrepreneur en fait. c'est lui Je qui met produis, tout, c'est donc l'argent. normal. Ouais. Moi, ça s'est fait vraiment de manière très simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des écoles de management pour comprendre ça. J'ai sorti un premier projet qui m'a coûté très peu d'argent, pour pas dire zéro. Ce projet, il a fait un petit peu d'argent. Avec cet un petit peu d'argent, j'ai fait des t-shirts. Avec le petit peu d'argent des t-shirts, j'ai payé des mix. J'ai relancé un deuxième projet qui m'a coûté à peu près la même chose. J'ai généré un peu plus. Donc cette fois-ci, j'ai pu m'acheter du matos. Avec le matos, j'enregistre chez moi, etc. C'est que des petits paliers comme ça que j'ai franchis. Mais je pense que c'est la meilleure méthode aujourd'hui. C'est faire beaucoup avec peu. Et justement, quand tu dis la première fois que tu as enregistré, c'était en studio ou c'était un home studio que tu t'étais fait chez toi sur le premier projet? Pour être transparent, c'est la 75e session, donc le dojo, qui m'a gracieusement prêté ses locaux. J'ai enregistré chez eux. Ça, c'est le Grano qui a parlé alors, je crois. Oh, je sais pas, la menace. Non, je rigole. Non, mais ouais, Tu allais après, faire tu vois, c'est de la débrouillardise. En plus, je crois qu'on a la chance de faire partie d'un cercle où on a à peu près tous cette mentalité-là. Ouais. Il y a évidemment plein d'autres cercles de rappeurs ou même hip-hop qui m'auraient demandé, c'est leur droit le plus absolu, de payer parce que c'est un travail. Mais nous, on a décidé de faire comme ça. Et je leur rends à ma manière. On est tous d'accord avec ça, on est tous très contents. Mais ouais, ça a été un peu de la débrouillardise, de la vision, entre guillemets, parce que moi aussi, peut-être que si j'avais un peu moins d'expérience, pas en tant que rappeur, mais d'avoir évolué dans ce milieu et de voir mes copains, mes copines recevoir leurs premières propositions, comment les gérer, etc. Ça m'a aidé à moi avoir un peu de recul quand ça m'est arrivé à ma petite échelle. Et ouais, peut-être qu'il y a 10 ans, j'aurais accepté le premier contrat qu'on m'aurait proposé. Maintenant, je réfléchis. Je fais entre guillemets comme eux, je regarde mes stats. Je me dis, voilà, ça génère autant. Eux, ce qu'ils me proposent, c'est en fonction de ça. Est-ce que moi, je n'aurais pas un petit peu confiance en moi? Je ne me dirais pas que mon prochain projet ferait un peu mieux. Ouais. Et même si ça casse les pieds, même si ça demande plus de travail, là, ce qu'ils me proposent, je le décline poliment et je sais qu'ils reviendront avec plus. Moi, C'est ce que tu voulais dire. Moi, je voulais rebondir sur ça, parce que pour moi, ça emmène à un des points les plus importants quand on veut faire ce qu'on est en train de faire, c'est maîtriser son environnement. Intéressant. Moi, je pense que c'est un peu la base de tout. C'est un peu tout ce que nous, on a appris. Je te coupe vite fait une parenthèse, c'est qu'à la base, par exemple, moi, nous, on n'est que des artistes. Moi, moi, je sais pas faire ça, tu vois. Et malheureusement, ça devient quasiment un truc à prendre en compte. Ça se trouve là, tout de suite, là, Biggie, pas la réincarnation, l'ancien, tu vois. S'il était né, sans manque de respect, s'il était né à Bruxelles il y a 10 ans, peut-être qu'il serait encore à Bruxelles en train de faire autre chose, tu vois ce que je veux dire. Parce que juste bien rapper, ça suffisait pas et ça suffit peut-être pas encore, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Exactement. Désolé. Non, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi et on dit la même chose. Moi, je pense que c'est la base des bases. C'est pas spécialement passer par des études. Les études, c'est cool. Mais à un moment donné, quand on désire faire quelque chose, il faut s'instruire. Il faut s'éduquer autour de ça. Il faut essayer d'aller à la rencontre des gens qui l'ont fait ou de regarder des docus, lire des bouquins, parler à du monde. Mais il est ultra important de maîtriser notre environnement. L'histoire de notre musique et de la musique en règle générale est jonchée de plein de mecs qui disent qu'on a signé des contrats ridicules, qu'on s'est fait enculer, mais ça dure 50 ans. Ouais. Parce qu'en vérité, au début, on n'y connaît rien. On va regarder le chiffre, on dit OK, c'est bon. Ouais. Mais tu sais pas que ce chiffre-là, il représente rien sur ce que, par rapport à ce que tu es en train de donner. Ouais. Et je pense que dans toutes ces jeunes et moins jeunes générations, le premier truc auquel il faut vraiment faire attention, c'est ça. Ouais. C'est de se dire, OK, la prod c'est quoi, les éditions c'est quoi, la scène c'est quoi, comment est-ce qu'on génère du revenu, c'est calculé comment, c'est quoi des redevances, OK, si je donne ça, qu'est-ce que je reçois en contrepartie. C'est pas juste regarder la finalité. Parce que un artiste qui signe, même s'il signe pour 1 million d'euros, si tu signes pour 1 million d'euros et que 1 million d'euros c'est le seul oseille que tu prends dans ta carrière, c'est pas cher payé au final. C'est clair. Et donc c'est important de savoir les tenants et les aboutissants. Très bien. Et justement, toi, en tant que producteur, quelle a été un petit peu ta stratégie de développement? Parce que finalement, tu as plusieurs méthodes. Hein. Tu peux, avec tes artistes, soit les signer en licence, soit en artiste. Comment, toi, tu envisageais ta vision en tant que producteur avec tes artistes? Mais là, je vais prendre le cas de Green Montana, où on est tous producteurs. Ouais. On avait une vision commune. C'est qu'on a commencé Green en indépendant. On savait que, voilà,
il y a un deuxième point sur lequel il faut appuyer, de mon point de vue, c'est la singularité. On savait que c'était un artiste extrêmement singulier et qu'il fallait appuyer sur ça. Pas essayer de le rentrer dans quelque chose de plus mainstream ou autre, mais de dire, moi j'ai souvent tendance à dire que les artistes tièdes, c'est pas intéressant. Ou bien t'es chaud, ou bien t'es froid, ou bien on t'adore, ou bien on te déteste. Mais il faut que tu génères quelque chose. Une réaction. Une réaction. Je préfère voir un tweet qui dit ah c'est nul qu'un tweet qui dit ah c'est cool. Tu vois, c'est pas intéressant. Sans plus. Exactement. Et donc avec Green, on a décidé de construire ça. Et on s'est dit c'est quoi le format qui correspond le plus à cet artiste-là. On a ressuscité le maxi et on a fait 2 maxi de 2 titres. Et au premier maxi, notre téléphone n'a pas arrêté de sonner déjà. On s'est dit. Il faut dire, puisque les jeunes ne savent pas ce que c'est. En fait, avant, il y avait le format single, donc c'était un titre. Puis il y avait maxi, c'était 2 titres, plus 2 instruments en règle générale. Puis tu as le EP et puis tu as l'album. Et c'était souvent des CD cartons, tu vois, dans des trucs. Il y avait édition radio, edit, l'instrumental et tout. C'est ça, les maxi, ça a disparu aujourd'hui. Nous, quand tu as commencé à charbonner à cette époque. Et ça coûtait rien. Ça coûtait rien. Et la bombe. Grâce au maxi, on a pu rapper sur toutes les prods des rappeurs, en fait. C'est là qu'on avait il n'y avait pas Internet. Donc on achetait des maxi, on prenait les phases B et on rappait dessus. Mais tu as dit quelque chose de super pertinent, et là tu pars du maxi, et je trouve que c'est un format aujourd'hui qui a beaucoup de sens avec notre époque. Et on l'a vu avec LVA1, c'est que tu es sur des formats courts pour la découverte. Et je pense que personnellement, aujourd'hui, lorsque tu es un jeune artiste, moi je reçois beaucoup de mails, beaucoup de mails de jeunes artistes, ils viennent me voir des fois avec des projets de 21 ans à découvrir, et ça ne va pas parce que justement, déjà, moi, de mon point de vue média, ce que tu veux, c'est long et je ne vais pas avoir le temps de découvrir un artiste de 21 sons comme ça. Et même du point de vue public, globalement, le public ne va pas découvrir un jeune artiste qui propose direct un album comme ça. Donc toi, comment tu t'es rendu compte de ça, que justement, c'était mieux de partir sur des petits formats plus faciles à digérer? Ça, c'est marrant. Je crois que c'est mon entourage. Je ne peux pas me rappeler, mais ça doit être mon ancien producteur ou quoi qui s'est dit que finalement, les projets assez courts, je crois que c'est entre 20 minutes et 30 minutes, tu vois, c'est l'idéal. Et ça s'est fait naturellement. Ouais, vraiment, je ne me suis pas dit je vais faire un format court, mais je crois que dans ma personnalité aussi, tu vois, c'est important de faire des projets qui ressemblent à l'individu qui le crée. Tu vois, c'est que je ne suis pas dans les trucs de double album, je consomme aussi des petites mixtapes, quoi, tu vois. Ouais. Ça m'intéresse pas. Parce que tu voulais préparer un album. C'est ça. Ouais. Il voulait mettre l'importance sur le premier album. Ouais. Et en fait, les 3 LVA, comme il a dit dans plusieurs interviews, il ne s'attendait pas à ce que ça prenne cette ampleur. C'était des projets qui étaient le chemin vers l'album. Tu sais, à l'époque, tous les rappeurs avaient leur mixtape avant l'album, en attendant l'album. Cynic, Youssoupha, Salif, tous. Tu vois. Et donc, c'était un peu cette idée-là, comme on est de cette génération-là, c'est de se dire on va faire des projets qui amènent à l'album, mais on ne savait pas que ça prendrait cette ampleur, et surtout que l'album viendrait, entre guillemets, 3 ans plus tard, je crois. C'est comme les séries de freestyle, tu vois. C'est comme Nino, il a son Banks to Banks, Attic, il a son Chaise Pliante, MHD, il a son Afro Trap. Tout le monde a sa petite série de freestyle qui lui ressemble bien, où tu proposes un truc, et puis après, tu regardes ce que les gens ont aimé chez toi, et là, tu développes. Les séries de freestyle, c'est comme les EP avant les albums, tu vois. C'est des trucs pour tester, pour jauger. Tu vois. En tout cas, tous les gens qui ont sorti des doubles albums, je crois que 90% ne l'ont pas refait directement après. Tu vois, ils ont tous regretté, tu vois. Moi, la plupart des mecs que je connais qui ont fait des longs formats, des longs trucs, ils disent ah, c'est un peu chaud, c'est trop long, tu vois. C'est trop long. Donc finalement, tu as peut-être raison, c'est le nouveau format. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que ça ressemble à l'artiste. Tu vois. C'est la base. Mais tu as dit quelque chose d'intéressant, Stanley. C'est que tu as dit on va regarder ce qui fonctionne et on reprend. Est-ce que ça a vraiment été quelque chose que vous avez vu sur LVA? Sur lui, c'est exagéré. En fait, sur lui, on a fait d'abord, avant le premier single d'LVA1, on a fait un morceau qui s'appelle Le Gang de la rue Pelletier. Pardon? Le Gang de la rue Pelletier. C'était un morceau qu'on a jeté juste pour voir s'il peut revenir ou pas, entre guillemets. Les gens se l'ont pris, c'était très boom bap. Et le premier single d'LVA1, c'est Oh putain.
Tu vois, c'est un banger. Donc on a fait un morceau boom bap, puis on a fait un banger, et puis on a testé 3h37. Mais en termes de timing, moi, c'est ça qui m'intéresse. 3 mois. 3 mois. 3 mois max. Et on trouvait ça trop long. Ouais, moi, j'aurais dit même, c'est Ouais, c'est long. c'était long, mais en Belgique, comme il n'était pas revenu depuis longtemps, ça va. Et que On tu avais a- une personnalité, tu avais déjà une réputation. Ouais, Il arrive j'avais avec un une petit nom. proposition aussi assez forte. Donc on a testé 3 trucs très différents et on a jaugé un peu ce que le public aimait. Et on a vu que en fait, ce que les gens aimaient, parce que 3h37 n'a pas fonctionné comme on voulait, pas du tout. Pourtant, Ouais. c'est le clip dans lequel on a mis le plus d'argent. Et ben, on s'est dit, en fait, Isha, ce que les gens aiment, c'est quand il est tout en charisme, c'est quand il dépose les rimes, il fait un peu rire, en même temps, c'est très deep, et en même temps, il y a du flow, de la technique. On s'est dit, OK, et on a fait Tony Hawk. Et c'est lui qui nous appelle, et il a souvent fait ça dans sa carrière jusqu'à aujourd'hui, c'est de se dire, OK, on se plante, on est en train d'aller à droite, il faut qu'on aille à gauche. Tu vois. Ok. Et là, il dit, en fait, on doit faire Tony Hawk, et on doit faire un clip hyper simple, même pas cher. On prend le même caméraman, on fait une nuit dans BX, et on l'a amené au snack, chez des potes, et dans la rue. Bah, Tu vois. c'est aussi la discussion qu'on a vue tout à l'heure. Ouais. C'est que c'est très compliqué même pour toi en tant qu'artiste parce que je pense que toi, tu as ce truc-là de te dire j'ai envie d'être créatif et envoyer plein de choses, pousser la créativité loin. Et moi, je viens de voir, je te dis ouais, le morceau que j'ai préféré, c'est Labrador Bleu, le morceau que tu voulais même pas mettre. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, peut-être que c'est aussi cette forme de simplicité et ce côté brut qui est là et tu te dis bah, le public aime ça. Moi, j'ai aussi envie de faire quelque chose de plus poussé. Comment je réussis à trouver le juste milieu, de me faire kiffer et de faire kiffer le public? Est-ce que c'est pas une problématique que tu as Mais souvent? c'est totalement ça. C'est pour moi, je le dis souvent, l'intelligence artistique et la bonne direction, c'est à mi-chemin entre toi, ce que tu aimes faire, ce que tu veux faire, ce que tu as toujours rêvé de faire, ton ADN, et ce que le public aime. Mais donc, quand je dis ce que le public aime, c'est les tendances, tu vois. Donc, tu vois, les morceaux de 3 minutes 30, 4 minutes, ça devient compliqué. Il y a des sonorités qui disparaissent, tu vois. Il y a plein de petits codes qui disparaissent ou qui sont arrivés et que tu peux décider d'adopter ou non, tu vois. Les jeunes artistes ont tendance à avoir des discussions, des fois un peu très élitistes, en se disant non, il faut absolument que l'artiste fasse vraiment ce qu'il aime, le public va suivre. Et moi, souvent, ce que je dis, c'est que, en fait, si tu es juste un artiste et que tu veux pas nécessairement faire carrière, c'est pas grave. Mais si tu veux faire carrière, Il faut. il faut faire ces compromis-là. Et ces compromis-là, c'est d'écouter son public et de se dire comment je peux réussir à plaire aussi à ce public tout en ne compromettant pas sa personnalité. Qu'est-ce que tu en Exactement. penses? Moi, je pense qu'il y a plusieurs typologies d'artistes, mais Ouais. il y a un peu deux grands courants qui s'opposent pas, mais qui sont en parallèle. Moi, je pense qu'il y a des mecs qui vont écouter le public, mais pas de manière péjorative, pas je fais ce que le public demande, mais il y a des gens qui vont s'inspirer de ce que le public demande, parce que c'est des espèces de puits à créativité, ils font tellement de choses, et ils sont bons dans beaucoup de choses. Je pense à Drake, moi. Exactement, tu vois, et des fois on a besoin que quelqu'un nous guide sur qu'est-ce qui est le mieux dans tout ce que je sais faire de bien. Après, il y a une autre typologie d'artistes qui sont encore plus singuliers de mon point de vue, où eux, ils ont besoin de créer une niche et que leur niche devienne la niche principale. Ouais. Et qu'ils vont avoir une sauce, et au fait, ils vont imposer leur sauce dans le cerveau et dans les oreilles des gens, et ça va devenir la norme. Et je pense aussi à Drake quand je parle de ça. Ouais. Parce que c'est dans les deux cas. C'est qu'il y a Moi, j'ai pensé à Frank Ocean. Frank Ocean, mais Il est perché. il est perché, mais après, Frank Ocean, ça marche. Mais ça marche moins, parce qu'il est moins productif. Ouais. Moi, ce que je trouve d'extraordinaire avec Je Drake, pensais à Adele aussi. Adele aussi, Adele, mais ouais. quand tu écoutes Drake, Ouais. à la base, bon, J'adore Drake. Hein, moi j'adore c'est aussi, bon, mais ça. je lâche le premier album, voilà. Ouais. Mais quand tu écoutes Take Care, c'est un disque Ouais, spé, c'est vrai, en c'est vrai. vrai, c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est la musique, c'est la norme, Ouais, c'est vrai. tu vois. Et il y a cette typologie d'artistes-là où tu peux être Michael Jackson, on comprend rien de ce que tu dis, tu fais et tu vois, et c'était génial, Ouais. tu vois. Et je pense qu'il y a ces deux trucs-là, et ça va vraiment se jouer à ce que l'artiste pense de lui-même. Tu vois, tu as des artistes qui n'ont pas le melon, mais qui ont une vision Ouais. très Têtu de ce qu'ils veulent. têtue de ce qu'ils veulent. Ou alors, tu as une équipe qui a une vision très têtue de ce que l'artiste doit faire. Ouais. Et je pense que c'est un peu ça qui coïncide. Et là où il y a un problème, c'est quand tu es dans une case, mais que tu penses que tu es dans l'autre, ou vice-versa. Ah, ça, c'est le pire, ça. C'est ça le pire. C'est quand tu penses que
je sais pas moi, par exemple, faire de l'autotune, ça va fonctionner que les gens aiment, et finalement, en fait... Mais regarde, dans Ils sont tous là, les non. studios du monde où tu vas, et je pense que c'est pareil pour vous, vous faites des sons. Moi, chaque fois que je vais dans un studio, j'entends des gens dire putain, ça c'est un hit. Ouais. Frère, Ouais, je dis, ouais. si on savait comment on faisait un hit, tous les week-ends il y en aurait, mais du Ouais. fait de tous les studios du monde, on te met play, ouais, ça c'est un hit. Mais c'est intéressant parce que là, on parle beaucoup comment de savoir ce que le public veut, etc. Il y a une grosse dimension data qui est aujourd'hui dans la musique. Est-ce que toi, Limsa, dans ta musique, quand tu regardes et quand tu vois tes statistiques, est-ce que tu te dis à un moment donné, ah tiens, ça c'est ce qui fonctionne, donc c'est ce que la data me dit sur les plateformes de stream, sur YouTube, etc. Il faut plutôt que j'aille dans une direction plutôt qu'une autre. Moi, je ressens pas ce truc-là parce qu'en vérité, tu sais, ça m'est tombé sur la poire. J'avais déjà 30 piges. C'est pas la réalisation d'une espérance. C'était pas un objectif de réussir dans la musique. Et peut-être que, en tout cas, pas comme Green. Je me suis pas dit là, ça, il faut que je devienne une rosta et tout. Franchement, je le fais vraiment. En tout cas, sur cette question-là, l'artistique, il prime. Moi, j'aime pas faire deux fois le même son. Sur les 3 projets que j'ai sortis, j'ai toujours essayé de faire en sorte que les flows ne se ressemblent pas, que les morceaux ne se ressemblent pas, que les prods ne se ressemblent pas. Et l'audience, du coup, moi, je Et suis du sûr coup, que... maintenant j'ai un peu de recul et je crois même que ça me perturbe parce que j'ai perdu cette innocence, cette insouciance. Quand je sors logique 1, 2, 3, je ne sais pas ce que les gens ils veulent de moi. Je fais juste ce que je veux tout court. Ouais. Et là, ça ne veut pas dire que je vais changer, mais j'ai pris conscience que voilà, je sais que si je fais une rime sur des gros seins, tac, il y aura 100 likes. Je sais que si je fais... C'est affreux, mais c'est Ouais, comme ça, c'est tu ça. vois. Non, c'est- Et du coup, quand je pense à des seins, je me dis, est-ce que cette rime, je la fais, mais quitte à devenir la caricature de moi-même, Ah. ou est-ce que je m'empêche de le faire et du coup, bah, je fais quand même en fonction de la vie des gens, parce que si je vais contre, je fais en fonction. Et ça, en tout cas, moi, ça me perturbe dans ma créa parce que j'ai un peu identifié ce que les gens attendent de moi, mais je veux pas du tout. J'aimerais pouvoir faire comme si j'avais pas de retour et comme si ça n'existait pas. Mais c'est intéressant ce que tu as dit. Tu as dit, si je fais en fonction des gens, ça veut dire que je tiens compte de ce qu'ils Bah, disent. si je mais continue, si je le fais pas, Mais je fais en tiens fonction quand même. Voilà, Parce qu'il y a 2 ans, je ne me serais pas posé la Je question. ne serais pas posé la tu vois. question. Ouais. Et ben, j'essaie de faire en fonction de ça, tu vois, de me dire, bon, je fais comme si je voyais rien, mais c'est dans ma tête, je le sais, entre guillemets. Mais quand tu vois des retours sur les réseaux sociaux de tes fans, de tes supporters qui réagissent plus sur un morceau, qui t'en demandent plus sur un point particulier, est-ce que c'est quelque chose que tu bloques, toi, de ton côté, ou tu tiens compte de ça en te disant, tiens, ils ont aimé ça, vas-y, je vais leur donner. Tu t'es jamais dit ça? Non, je pense pas comme ça. Non, ok. Je fais des morceaux commandes, entre guillemets, mais pas par rapport à l'attente des gens. Par exemple, sur Logic 3, que j'ai recommencé plusieurs fois, il y a un moment où je me suis dit, tiens, il manque tel type de morceau, mais c'est pour l'artistique, tu vois, c'est pour la cohérence du G-Pro. C'est pas, tiens, les gens, ils veulent ça, je vais leur donner. D'accord, Je ok. réfléchis pas comme ça. Ouais, t'as une Pas dimension. encore. Quand on me proposera, on verra. Ouais, c'est ça. Non, c'est parce que pour l'instant, je dirais que tu as vraiment une dimension, enfin une démarche purement artistique sur ce qui te plaît. Et je suppose que quand tu auras une signature, c'est pour ça que tu dis ça, peut-être qu'éventuellement tu iras sur autre chose ou pas. Je suis pas sûr, Tu es pas sûr? franchement. Franchement, je pense pas que ce soit un scoop, mais la signature, Tu t'en fiches. ça ne m'intéresse que si c'est vraiment intéressant. Ouais. Et déjà, j'avoue que les compromis sur ma musique, je ne Non. pense pas. Ok. Je suis un peu dingo sur ça, t'as vu, j'aime bien faire ce que j'ai envie de faire. Évidemment que si je trouve ça pas bien, je le sors pas, mais il y a très peu de chances que parce que quelqu'un me dise que c'est mieux que je fasse autre chose que je le fasse. Ça m'étonne. Je pense pas. Tu vois. D'accord, ok. Je pense pas. Ok. Et pour ce qui est des revenus, on va parler un peu des revenus sans rentrer trop dans les détails, bien sûr, mais Il y a combien sur ton compte? combien tu as? C'est vrai. Là, parce je que sais pas. finalement, J'en ai plusieurs des comptes. Un belge, un français. T'as combien? Faut pas dire trop fort. Hein. Sous le matelas. Tout ça, c'est filmé, je sais pas moi, l'URSSAF en France. je sais pas. Si, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est l'Algérino. Comme ça. Pour ce qui est de l'argent, quand on a un jeune artiste, qu'on a lancé un premier projet qui a fonctionné, on est sur les EP, donc vous êtes sur une démarche qui est vraiment sur le long terme finalement avec Isha. Moi, c'est comme ça que je le vois de l'extérieur. C'est une audience qui s'installe, qui suit sur le long terme, mais ce n'est pas au premier projet que vous avez gagné beaucoup d'argent. Donc, comment vous faites pour vous dire, OK, là, on est sur 3 EP potentiellement qui vont sortir, avant la mixtape qui est sortie, avant l'album. Comment vous créez en fait un modèle économique avec une petite audience pour que ça puisse fonctionner à un minimum? Moi, je pense qu'au début,
je vais parler de nous, de moi, mais aussi de beaucoup de gens que je connais. Au début, il y a beaucoup. Tu vas voir des gens qui vont t'approcher pour travailler pour toi, s'ils aiment ta musique, à des prix d'amis, en fait. Des gens. Même bénévoles, j'irais. Ouais, même bénévoles, en fait. Ouais. Moi, là, aujourd'hui, on y reviendra peut-être plus tard, mais c'est ce que j'essaye de faire avec mon label, c'est que je comprends. Enfin, le studio, pardon. Oui, c'est que je comprends qu'il y a un délire de jeunes artistes, graphistes, photographes ou quoi, qui sortent d'école ou qui arrivent, qui sortent et qui veulent se faire un réseau. Et puis toi, tu as un peu ce qu'ils demandent. Ça veut dire des gens qui sont dans l'industrie, qui commencent petit à petit à faire leur truc. Et finalement, c'est du 50-50, c'est du donnant-donnant. Donc nous, ce qu'on a fait plusieurs fois, c'est qu'on s'est associé à des gens comme ça. On a fait donnant-donnant. Nous, on a eu ce qu'il fallait, donc ça, on a réussi à grossir. Et puis eux aussi, ils ont eu des choses à présenter à d'autres futurs clients. Et ça fait que par après, nous, il y a des mecs avec qui on a bossé, ils ont bossé gratuitement. Un an ou deux après, ils ont explosé. Tu vois. Ils ont fait des clips pour des gros, c'est l'échange de bons procédés. Exactement. Et je voulais rebondir sur ce que Limsa disait au début. Et ce que je remarque que les jeunes ont de moins en moins, c'est aller à la rencontre des autres, tu vois. Et être dans des endroits où il y a plein d'artistes, des photographes, de tout, et échanger. Et au fil des mois, des années, tisser des liens avec des gens que tu ne connaissais pas, en fait, tu vois. Et là, on a affaire à une génération qui est fort sur les réseaux, dans des likes et tout, mais quand il y a un événement, s'ils n'ont rien à y faire, ils n'y vont pas, tu vois. Ouais. Alors que finalement, je vois par exemple dans mon public, je vois qu'il y a des mecs, je sais qu'ils rappent, je sais qu'ils sont artistes, je sais qu'ils sont déjà venus au show, mais ils reviennent encore. Et finalement, je me dis, est-ce que c'est pas aussi pour faire partie du truc, tu vois. Et donc, il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est cet aspect communautaire, tu vois. On est une communauté de personnes qui est autour de la musique. Et nous, notre génération, on était vraiment comme ça. Tu vois, c'était sac à dos, frauder le train, de ouf, rater le dernier train, marcher. Aller aux open mic et tout ça. De ouf, les open mic, Là où il y a du rap, on était là. Et c'est pour ça que, tu vois, quand Limsa il disait, ouais, on m'a donné des coups de main, c'est à partir de ce moment-là où les gens te donnent des coups de main. Parce que tu es dans une communauté de personnes qui s'entraident, en fait, tu vois. Mais il y a des gens qui ont un talent pas possible, des jeunes que je vois aujourd'hui, ils ont un gros talent, mais ils sont dans leur truc à eux, ils osent pas. Tu vois, et je leur dis, va à la rencontre des gens. Tous les artistes, ils vont dans tel bar, dans telle boîte de nuit, dans ça, tu vas les croiser. Et surtout, ce que tu as dit au départ, et je pense que c'est important, c'est que lorsqu'on commence comme ça dans ce milieu, il ne faut pas tout de suite se dire combien je vais te payer. Il faut vraiment se dire à un moment donné, avoir la vision et se dire, ok, ce groupe-là a cette vision, ils ont l'air sérieux. À ce moment-là, peut-être que je peux proposer mes services aussi, gratuitement, et évoluer progressivement et se dire, ok, je vais ajouter cette ligne dans mon CV, etc. Et puis progressivement avancer. C'est comme ça que vous avez... Moi, c'est eux les plus intelligents, en fait. Parce que moi, quand j'ai affaire aux deux, moi, j'ai affaire à un photographe, quotidiennement à des photographes qui n'ont jamais rien fait, qui ont un bon grain, qui shootent bien, et qui vont exiger tel montant parce que dans les écoles ou dans leur éducation, on leur apprend que tu ne peux pas travailler gratuitement. Et puis, je vais avoir l'autre photographe qui a le bon, même qui est moins fort peut-être, tu vois, et qui va y aller. Et nous, on va aller avec celui qui demande le moins. Parce qu'il est... Et finalement, quand je vois l'évolution, il n'y a pas photo. Et même celui qui demandait un tarif et tout, il peut revenir 6 mois après, comme il dit, revient. Finalement, je le fais gratuitement, tu vois. Parce que ça marche comme ça. Et nous, tu vois, des fois, je me dis, mais on exploite les gens et tout. Mais on a rappé gratuit. Moi, c'est après 20 ans, j'ai pris mon premier billet, tu vois. Après 15 ans de musique, tu vois. Je suis parti dans des compiles, j'ai fait des open mic, des trucs où j'étais l'attraction, on était les attractions à l'époque, pour pas un centime. Et les gens prenaient de l'argent, les gars qui organisaient. Ouais, ils prenaient. Et par amour du truc, on le faisait. Donc des fois, je me dis, non, Isha, t'exploites pas les jeunes. Tu leur donnes l'opportunité. Après, c'est un peu comme dans le business en société. C'est-à-dire que tu fais des études, tu vas faire des stages. En Belgique, les stages ne sont pas rémunérés. Tu fais des stages pour avoir de l'expérience. Ça te permet de côtoyer des gens, de créer un écosystème. Et après, quand tu as fait des choses, tu vois, tu peux monnayer ton talent. Mais souvent, on est confronté à des gens, ils n'ont rien fait. Mais tu arrives, tu n'as rien fait, comment est-ce que je peux juger de ton travail? Tu me promets que ça va être génial. Mais je ne sais pas si ça va être génial. Même moi, dans mon cas, c'est pareil. J'ai commencé à écrire mes premiers articles en 2010.
Et c'est seulement en 2016 que j'ai commencé à me dire, ok, je vais en faire quelque chose. Et avant ça, bien entendu, j'étais On occupé est à tous passés écrire. par là. Ouais, parce que c'est un milieu particulier, c'est Ouais. un milieu artistique, tu vois. C'est Ça veut ça. dire que ces petits gars ou ces petites nanas qui arrivent, qui te proposent une prestation d'être photographe ou peu importe, tu vois, évidemment que même si c'est le minimum, ils ont des compétences et ils ont le droit d'être payés pour ça. Mais là, tu arrives dans un milieu où certains des principaux acteurs ont commencé comme ça, sont montés comme ça, et je suis grave d'accord avec Isha sur le fait que, et c'est affreux à dire, hein, mais en termes de stratégie, c'est beaucoup plus malin. Limite, d'arriver comme un serpent. Moi, je vous fais tout gratuit. Et après, C'est tu rencontres des gens plus connus et tu calcules plus les premiers. Ouais, Il y en mais a c'est plein vrai. qui font comme ça Ils font aussi, tous tu comme vois. ça. C'est comme Et- ça que ça se passe. comme ça que ça se passe. Malheureusement. C'est comme ça. tu vois. Ouais. Mais de même manière que la personne qui va te dire, moi, je fais un travail, je demande à être payé pour ça. J'ai rien à lui redire, c'est son Ouais, droit le plus totalement. absolu. Mais moi, j'ai ma stratégie en tant qu'artiste. Elle a toujours fonctionné comme Producteur, ça. en plus. Parce que tu produis, Ouais, t'es obligé de producteur, faire tu attention à vois. l'argent. Et par exemple, pour être totalement transparent, moi, Logic 1, le mec qui me mixe le G Pro, je le paye pas. Mais c'est d'un commun accord. Hein. Il n'est pas surpris. Je sors un clip, pareil. Le clipper, je le paye pas, tu vois. On est d'accord tous ensemble. Le mec qui mixe mon premier projet, Logic 1, il mixe Logic 2. Moi, et c'est moi qui mets l'impulsion, je dis voilà, mon gros, il y a un peu plus de sous que sur le 1. Sur ça, je te passe un Yebi, qui restera encore un Yebi à l'échelle de ce que je génère. Mais voilà, je le paye. Lui, grâce aux retombées du 1, parce que lui, pareil, c'était voilà, moi, je suis stagiaire, nanana, j'aimerais bien avoir ce truc-là sur mon CV. C'est aussi une histoire de confiance. Lui, il avait confiance en mon projet et il pensait que ça pouvait Faire parler un l'amener petit peu, à, ouais, ouais. à atteindre les objectifs qui étaient à l'époque des petits objectifs, mais il les a atteints, il a trouvé son stage, ça lui a mis un petit blaze en mode voilà, c'est le mec qui a mixé Logic 1, même si c'est pas Thriller, tu vois, mais en tout cas dans ce petit milieu, tout le monde se connaît et tout le monde dit c'est qui a mixé ce projet-là, mais c'est qui a fait la cover de ce truc-là et ça va vite, tu vois. Ouais. Et au final, ce petit gars-là, il s'est fait un petit nom, peut-être beaucoup plus vite que s'il avait demandé les tarifs exigés pour ce type de prestat. Donc un mix gros sur Paname, je pense que les gens y connaissent, hein, c'est minimum, en tout cas pour des mix sérieux, c'est des alentours de 100, 150 euros le mix. Après, il faut compter le master, etc. Donc moi, c'était zéro, tu vois. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai supprimé mes... à l'époque, sur mon Insta, pendant 2 semaines, toutes mes photos, je faisais ça, avec H24. Je lui disais, tu l'as payé combien ton G Pro? Et on se faisait et on postait. Et voilà, du coup, ce petit gars, maintenant, il y a peut-être des copains, lui, qui rigolaient à l'époque quand il disait qu'il mixait ce projet gratuit. Mais Aujourd'hui, il a fait son stage. Il a eu une petite cote. Donc les gens se demandent, parce que c'est le mec qui a mixé Logic. Et voilà, et maintenant, en plus, je le paye, tu vois. Et Et les il a autres changé, payent. d'ailleurs, lui commence à 1. Mais non, tu vois, et c'est un calcul. S'il avait fait ça de manière stratégique, eh ben, j'aurais dit, gros, t'es vif, tu vois. Non, Mais c'est clair. Nous, en fait, sur Isha comme sur Green, on a même eu des gens qui ont demandé de l'argent à plein de gens et qui, quand on leur a demandé des services pour nous ont fait des fleurs. Et une fois qu'on a signé en maison de disques, on les a rappelés. Donc, je parle de, par exemple, Romain Garcin, qui est un graphiste, un des meilleurs graphistes belges, et même en vérité en francophonie. Il nous a fait des covers gratuitement pendant longtemps. Et quand on a signé chez 9 et qu'on a eu la première proposition ouais. pour les premiers singles, c'est lui qu'on a appelé, c'est lui qu'on a payé parce qu'il l'a fait gratuit pendant tout ce temps. Ça faisait partie du deal. Et on Logique, disait, ouais, logique. fais-nous cette passe, on te fera des passes. Mais c'est pas facile à nous croire, Oui. tu vois. Mais une fois qu'on l'a fait une fois, 2 fois, les gens savent. C'est du win-win, tu vois. Voilà. Et quand tu te développes en tant que rappeur, il y a un ingé son qui se développe, un beatmaker qui se développe, un graphiste qui se développe, un photographe, un réal. Et c'est du donnant-donnant pour qu'à un moment donné, quand on monte, on se fait tous des passes payantes. Ouais, voilà. Ouais. Et là Ils c'est évoluent cool. tous ensemble. Mais il a fallu mordre sa chic d'abord. Ouais. tu vois. C'est ça. C'est Donc, des questions- Ouais, je t'écoute. c'est-à-dire c'est des questions de vision au final. Ouais. Je pense c'est la vision. que ce qui nous fait défaut beaucoup en francophonie Ouais. et souvent qu'on fantasme sur les États-Unis, c'est qu'en général aux États-Unis, c'est des mecs qui ont des visions. Ouais. T'as un gars, il avait rien, il a vu un truc, il a réuni toute une équipe autour de lui pour mettre en œuvre sa vision. Et ouais. Tu vois Reza Il prend- du Wu-Tang. Reza du Wu-Tang, Ah ouais, mais ouais, c'est un très tu bon prends Didi, tu prends Biggs de Rockefeller, ou Ouais. plein d'autres, tu vois. Ouais. Et nous, on a un peu ce déficit de vision en francophonie. Je sais pas pourquoi, tu vois. Ouais.
il y a beaucoup plus de défiance, beaucoup plus de méfiance. Tu vois, c'est que, à notre échelle, c'est des choses qu'on essaie d'instaurer. Ouais. C'est que voilà, on travaille presque tout le temps avec les mêmes gens, en fait. Et c'est des gens avec qui on a travaillé quand on n'avait pas grand-chose. Et on se disait, ouais, voilà, nous, notre vision, c'est ça, 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 ça. On a A aujourd'hui, on peut mettre A sur la table, mais notre but, c'est d'aller chercher D. Le jour où on a D, ton tarot, là, on te le paye. Et puis, on va arriver à Z tous ensemble. Ouais. Tu vois, on a créé un espèce d'écosystème où, au jour d'aujourd'hui, ben, on peut sortir un single Isha ou de Green demain, appeler Romain Garçon, on lui dit, ouais, fais-nous une cover en 24 heures, il l'a fait. Waouh. Tu vois. Mais c'est marrant parce que aussi bien dans les hautes sphères que dans les toutes petites, il y a des pactes, des accords en fait. Exactement. Et même quand tu es en maison de disque, tu comprends vite qu'il y a des accords. Peut-être qu'il y a de l'oseille sur la table et tout, mais il y a des trucs, des préférences où tu vas collaborer avec un tel beatmaker parce que tout se passe bien avec le label. Et en fait, c'est dans l'ADN de l'industrie, ce genre de truc. Mais c'est dans l'ADN de ce mouvement, c'est que, en vérité, le hip-hop, il est né sur la débrouille. La débrouille. C'est que du donnant-donnant. C'est que moi, j'ai une platine, toi, tu as un micro, ben voilà. Tu vois, on se réunit, moi, j'ai un appart, on met quelqu'un devant, on prend 5 € et on se fait de l'oseille. Et c'est parti. C'est pour ça que pour nous, en vrai, on a appris ce qu'on est arrivé au 9-2. Je crois que même une poignée de main, c'est un contrat, en fait, tu vois. Ouais. Et pour beaucoup de gens de notre génération, ou même du rap, en vrai, tu vas dire, ouais, on va signer un contrat pour ce que tu as dit, là, que tu vas me reprendre en tant que photographe pour le prochain d'après. On pourrait le mettre sous contrat, mais c'est que des poignées de main, en fait. Ouais. On fonctionne que comme ça. Et une parole, et hop, hop, et puis L'importance de la parole donnée. un but commun, tu vois. Mais c'est là où, après, faut faire attention à respecter sa parole. Des fois, il peut arriver qu'on oublie des choses et tout. Ouais. Mais c'est très important de la respecter, parce que c'est dans l'ADN du truc, c'est un pilier du rap, quoi. Ouais, non, c'est Ces clair. poignées De de toute main. façon, là, tu nous, vois. si on ne respecte pas notre parole, on ne dort pas. Ouais. C'est comme quand on doit de l'argent à quelqu'un. En fait, on n'est pas à l'aise avec ça. On ne peut pas vivre avec le fait que j'ai dit A à quelqu'un et puis après, je le nie. Ouais. Donc, on n'arrive pas, nous. C'est Ouais, dans notre nature aussi, tu vois. Et même d'aller chercher des... Sur Isha, il fait beaucoup ça et ça nous a même des fois porté préjudice. C'est qu'il préfère aller donner à un petit gars moins fort, mais Motivé. qui nous ressemble, tu vois. Ouais. Où il y a deux profils, Ouais, et ben, on va aller chercher peut-être le plus Kaira, parce qu'en fait, il nous rappelle ce qu'on était, tu vois. Et des fois, et souvent, ça se passe bien. Et puis des fois, on se dit, ah, tu vois, c'est le cœur qui a parlé et on le regrette un peu maintenant, tu vois. Mais c'est d'abord le cœur. Mais donc, il faut bien dire, parce qu'il faut pas, on ne dit pas qu'il faut bosser gratuitement. Non, c'est Ad pas ça. vitam aeternam. Ouais, pour non, le c'est un premier échange. venu, L'éloge tout ça. du bénévolat chez Lévis, on est bien, là, on est bien. Voilà. C'est beau. Il faut vraiment bien calculer les paramètres qui peuvent t'amener à avoir du bon, du mauvais. Il faut vraiment bien calculer la situation, quoi. Ouais, c'est Tu sûr. vois. Et surtout que là, c'est le thème comment se développer en tant qu'artiste quand Ouais. on n'a pas beaucoup de réseaux. Ouais, c'est ça. C'est de ça qu'on Le parle. hip-hop, c'est aussi un truc de contact, hein, tu vois, Ouais. c'est aussi connaître les gens. Je parle en mon nom, mais si par une cascade de coïncidences heureuses, j'avais pas rencontré Giorgio ou des mecs qui avaient déjà un pied dedans, je serais peut-être toujours dans ma cité en train de rapper, puis j'aurais 15 frérots qui me diraient que je suis chaud, on écouterait ça dans une Clio 2 et puis ce serait très bien, tu vois ce que je veux dire. Mais évidemment que les contacts, c'est important. C'est un microcosme. En vérité, on se connaît quasiment tous. En off, on se connaît tous. On s'est tous déjà croisés, on se dit tous bonjour. Et c'est un microcosme d'un mouvement, mais ça devient aussi, parce que maintenant ça fait beaucoup d'argent le rap, un microcosme professionnel. Et c'est un truc privilégié de connaître des gens qui sont dedans. Et encore mieux, d'être dedans, tu vois. Et comme tous les milieux comme ça, un peu fermés, si tu veux qu'on t'ouvre la porte, il faut des fois faire des compromis. Et il y a plein de gens pour qui ça a marché, d'arriver comme ça, gentiment, la fleur au fusil, ouais, vous voulez que je vous aide, et hop, et puis après ils montent et tout le monde monte ensemble. Quand ça se fait entre gens corrects et talentueux, en général, ça peut aller super vite même. Ouais, non, Ça c'est peut aller super vite. Non, c'est Et crois-moi que les gens qui ont réussi en faisant ça, ils ne se sentent pas lésés d'avoir commencé gratuitement. Ils ne disent pas, putain, j'ai perdu la 400 balles sur mes débuts. Non, ils sont très contents d'avoir fait beaucoup plus après parce qu'ils ont commencé comme ça. Non, c'est clair. Et même en termes de relation, le gars qui t'a pas fait payer, et vous avez monté ensemble, tu crées une relation qui est beaucoup plus Gros, solide. ça Il va jamais crée des t'oublier, liens ça fous. crée des liens forts. Le parti de rien, on monte ensemble. Exactement. Non, c'est En clair. plus, il est réel, il peut vraiment dire on monte ensemble. Non, je t'arrête. Mais. On monte. Enfin bref, désolé. C'est beau, c'est beau. C'est beau tout ça. Et pour revenir juste sur... il y a deux choses avant de passer au Q&A sur lesquelles j'aimerais revenir. C'est du coup le modèle économique. Donc je pense qu'au départ déjà,
de un, je pense que tu dis quand tu es un artiste, sur les premiers projets, avant même, je dirais même avant l'album, mais ça dépend des artistes, mais les revenus venant de la musique purement, c'est compliqué. Mais il y a peut-être un modèle économique qui peut être intéressant à adopter. Lorsqu'on a un public de niche, par exemple comme toi, on peut commencer à avoir des gens qui sont prêts à venir en concert partout, qui sont prêts à se déplacer. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté tôt et que vous avez exploité tôt, du coup, pour générer un maximum? Parce qu'aujourd'hui, les artistes, c'est comme ça qu'ils gagnent le plus d'argent. Ou alors, vous avez attendu plus tard avant de le faire? Moi, je pense, quand je t'entends parler, je pense au merchandising. Aussi, pardon. ouais. Ça, c'est un des trucs que nous, on a observé, puisque, tu vois, on est de la scène belge, donc on est entouré de plein de petits mecs qui étaient un peu plus gros que nous, Ouais. ou l'équivalent. Et on a très vite vu que quand ils tournaient, ils pouvaient, enfin, je sais pas, 3 cartons de t-shirts comme ça, mais Ouais. avant même que le show commence, tu Ouais. vois, l'ouverture des portes, tu vois. Mhm. Donc il y a tous ces... Moi, j'ai pas voulu le faire directement, pour certaines raisons, parce que je voulais des volumes corrects tout de suite et tout. Mais il y a le merchandising, il y a... En gros, tous ces mecs-là, ils vont te parler du merch. Ils vont dire que c'est grâce à ça qu'ils vivent. Et quand tu as un public fidèle, donc moi, ce que j'apprends, c'est qu'il y a plusieurs styles de public, mais il y en a un qui est... En fait, c'est pas la quantité qui compte, c'est vraiment la qualité, tu vois. Totalement. Donc, c'est de savoir si la personne de ton public, il va acheter tous les t-shirts. Dès que tu en fais un, il va tous les acheter pour les collectionner. Ou bien c'est juste un mec qui a vu son cousin qui kiffait ton son, il a acheté le t-shirt et il t'oublie et il va même pas le porter fièrement. Juste il tu vois. stream, envie de faire. Voilà. c'est tout. Et donc, moi, dans mon cas, j'ai vraiment appris ça, que c'est la qualité, que j'ai un public de qualité. Quand j'ai Ouais. besoin de lui et qu'on essaie de le mobiliser, il répond vient. présent, tu vois. Ouais. Tu Donc, sens que tu as ce public très engagé. Moi, je m'en suis, enfin, on en parle en off. Moi, j'ai l'impression que naturellement, ta musique a amené à avoir un public comme ça qui t'écoute un peu en privé. Enfin, et dès que tu es en ville, ils se déplacent, quoi. Et c'est quelque chose que tu as constaté tôt, du coup. Et... Moi, je l'ai constaté par rapport aux messages que je recevais. Tu vois, D'accord. jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier ou ce matin, je reçois des messages. C'est même malaisant par moment parce que, tu vois, c'est comme si quelqu'un sonne, t'ouvres la porte et t'as quelqu'un, il fond en larmes dans tes bras, tu vois. Ouais. C'est un peu cette sensation que j'ai des fois quand je lis les messages où je dis oh. Mais après, je réalise, voilà, s'il est venu sonner à cette porte-là, s'il m'a pris et tout, c'est que, voilà, il a l'impression d'être mon pote. Donc moi, j'ai compris que dans ma musique, il y avait un truc où quand certaines personnes m'écoutent, ils ont vraiment l'impression que je suis à côté d'eux et que je les accompagne, tu vois. Et donc, ça fait qu'ils grandissent, ils évoluent avec moi. Et ça crée un lien où j'ai eu du mal à comprendre certains messages. Et comme moi, je suis très dans l'émotion et tout, des fois, je lis des trucs, ça me met mal. Tu vois. Ouais. Mais c'est même pas spécialement des trucs... Des fois, il y a des gens, ils racontent des histoires tristes et tout, mais des fois, c'est juste des... Tu vois, grâce à toi, je revois l'espoir. Et tu vois, quand je vois toi, espoir, je prends les mots là qui sortent en gras, c'est des mots trop forts pour moi. Mais tu vois, du coup, j'imagine LV1 sort, parce que LV1, c'est concentré comme ça. Le mec, en plus, tu teasais, tu écrivais tes sons, t'arrives en studio, t'es là, ah et là, t'as des gens qui commencent à t'envoyer des DM. C'est quoi ta réaction à ce moment-là? Franchement, Tu vais péter un câble, je pense. Ouais, en fait, je me suis dit... Tu vas rigoler, mais je me suis dit, ah putain, je suis pas une merde. Tu vois. Vraiment, je me suis dit ça. Je me suis dit, putain, les gens... Je me suis dit, ah, je suis pas une merde. En fait, il y a des gens, j'arrive à leur procurer ce genre de choses et tout. Et après, l'étape d'après, tu te dis, en fait, j'ai quelque chose à amener à ces gens, à l'humanité, à mon clan, tu vois, j'ai quelque chose à apporter aux gens, tu vois. Et c'est là que tu comprends, voilà, moi, mon truc, c'est les mots, la musique. Et voilà, c'est juste ça. Et je leur fais du bien. D'accord. Et puis aujourd'hui, je le prends, ça me choque beaucoup moins d'entendre ce genre de message, quoi, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Mais je trouve que tu as la même chose, du coup. T'as accès à mes DM ou quoi? Non, mais en fait... Non, mais ouais, je ressens aussi... mais pareil, les premiers temps, la réception, tu vois, c'est une charge affective intense, très tu vois. forte, ouais. Moi, dans les trucs dingos qui me sont arrivés il n'y a pas longtemps, un couple qui, voilà, on appelle notre fils Limsa, après, ils m'ont envoyé le bracelet, tout, ouais. Tu vois. Et En vrai, c'est un beau moi, ce pseudo, je le trouve stylé, c'est pas ça la question, évidemment, tu vois. Mais ouais, c'est particulier de ressentir ce que tu peux générer
chez des gens, tu vois, juste avec ta musique, des trucs que tu écris comme ça dans ta brochant, et ça prend ces proportions-là. Il y en a qui ont choisi de donner à leur enfant le nom de l'oiseau. Vas-y, tu vois, c'est pas grave, ça m'aurait pas, tu vois, mais là, c'est une vie, etc. Et j'avoue que c'est des choses qui prennent des proportions. En tout cas, sur le plan affectif, des fois, c'est difficile à supporter. Ouais. Je prends un peu plus de recul maintenant. Voilà, j'essaie de voir le côté positif, ça me fait plaisir, parce qu'en général, c'est des émotions positives. Mais comme il dit, voilà, moi, je reçois un message, voilà, je suis à l'hôpital grâce à toi, nanana. C'est dur, tu vois. C'est dur. Moi, je suis chez moi, je venais de regarder un zapping. Vas-y, tu vois. Il y a beaucoup de petits à nous, même des petits de 12 ans, 13 ans qui commencent à rapper, ils font ça pour ça. Ouais, pour avoir cette Ils réaction. veulent recevoir les DM, ils veulent avoir l'assertif sur Insta, ils veulent avoir le nombre de vues et tout. Mais nous, on vient d'un moment où, enfin d'une époque où en fait il n'y avait rien. Donc on le faisait vraiment parce que c'était une passion et on s'est dit vas-y viens, on le fait. Moi je joue au basket et je rappais et je voyais ça de la même façon. Ouais. Tu vois, je vais jouer au basket comme je vais rapper, puis je Pareil, vais le rapper te comme. fous, pareil. Tu vois, c'est par Je savais amour que du j'allais truc. percer dans aucun des deux, mais j'aimais bien. tu vois. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça, tu le fais. Et puis après, tu es passionné. Donc quand tu es vraiment passionné, tu deviens curieux, tu t'investis un peu plus, c'est tout. Mais ouais, c'est grave pas la réalisation d'un rêve. C'est pour ça que ça nous choque, ce genre de truc. Ouais, ok. Parce qu'on n'est pas né là. Nous, on vient pas de cette époque-là, quoi. Ok. Dernière chose avant de Donc, passer. c'est comme ça, parce que c'est comme ça qu'on le fait, c'est tout. hein, Ouais. tu vois. Après, on s'est jamais permis de rêver de ça, parce qu'on n'a jamais eu En d'exemple. plus, ouais, gros. Moi, nous, Moi aussi, l'époque dans laquelle vous avez commencé à rapper, là, les années 2000, entre 2005 et 2010, là. putain, moi j'ai rappé même, j'ai commencé même Moi, avant. c'est 2000, Ouais, moi, toi, c'est t'as 2000 et avancé. 2005. Hein. Moi, j'ai commencé Lui, à c'était rapper, avant. Ah, toi, c'est entre 2000 et 2005. Bah oui. Ah ouais, mais Nous, là, on rappait c'était. en 2001, 2002, on rappait. Ah ouais, frère. Tu vois. Ouais, 80, Et on nous prenait pour des fous. 98. Mais il n'y avait pas d'argent. Comme il a déjà dit dans une interview, ABX, on nous appelait les rappeurs fous. Ah, tu fais le rappeur fou, toi t'es un rappeur fou. Ouais, mais à Tu vois, mais l'époque. c'était dénigrant. hein. Ouais, mais à l'époque, c'était au quartier. Moi, je me rappelle de ça. Les mecs qui rappaient, c'était vu comme des mecs chauds. Ah, toi, tu rappes, toi. Bah Qu'est-ce que ouais. qu'est-ce que tu tu fais vois. À moitié des pitres, un peu. Mais c'est Ouais, que- voilà. Des c'est ça. clowns. Il n'y Viens, avait, rappe ton il y truc, avait comme ça, aucune, tabac, dé- des il y avait sacs aucune tabac. débouchée Ouais, c'est ça. financière. C'est ça. Tu vois, surtout qu'on est des mecs de dehors. Ouais. Et quand les tu es gens un font mec de de l'argent. dehors, tu penses à l'argent. Et tu dis, mais toi, tu fais le pitre, tu rappes. Ouais, c'est ça. Quand est-ce que tu ramènes l'argent Tu ramène vois, quoi les gens disent, mais au moins, tu fais du foot, on se dit peut-être, tu vois. Il y a peut-être une chance sur 10 millions. Tu fais de quoi, MC Mais là, Solar tu fais du rap. Non, mais même MC Solar, tu vois. Aujourd'hui, on a beaucoup de respect pour lui, mais comme beaucoup de choses anciennes, Ouais. quand elles sont arrivées, les gens disent, ah, Ouais. tu vois. Et c'est pour ça que des gens de notre génération, maintenant quand ils nous envoient des messages ou quand ils nous voient et qu'ils voient ils ont envie de pleurer. De ouf. Ouais. Tu vois, hier on a reçu un appel, nous deux on a reçu d'un pote à nous qui est à l'ombre. Ouais. Et c'est ses premières permissions de sortie depuis des années. La première chose qu'il veut faire, c'est venir au Papa Shango. Tu vois, Studio, Ah bah oui. tu vois c'est vous êtes devenu- où? Demain j'ai une permission, j'ai 8 heures, je peux faire 8 heures dehors. Dites-moi que vous êtes là. Et on Ouais. dit non, on est à Paname, on a un truc avec Lévis. Ah. Il entend Lévis, Oh, ça il voit le des rend- photos, il devient fou. Lui, ça fait 10 ans qu'il tourne. Tu vois. Ouais. Et ben, quand on croise ces gens-là qui nous ont connus à cette époque-là, on se regarde, on peut pleurer. Ouais. On peut pleurer parce qu'on sait à quel point il n'y avait rien. Tu vois. Et aujourd'hui, on se regarde, on se dit waouh. Des fois, nous-mêmes, à des sorties de concert, on se regarde, on se dit c'est pas normal. Tu vois. C'est pas normal ce qu'il fait. La musique, elle t'emmène au ski, elle t'emmène à Dubaï, elle t'emmène, tu vois. On se regarde, on se dit mais Les choses sont sérieuses. Belek, tu vois. Moi, je vois même, l'autre jour, je discutais avec mon frère, enfin, il y a quelques années, où il m'expliquait, tu vois, on parlait d'une cousine. J'étais amoureux d'elle quand j'étais petit, tu vois. Ouais. Et maintenant, elle, si tu veux, elle est mariée à un cadre, tu vois, quelqu'un qui a fait des bonnes études et Ouais. tout. Et en gros, il me disait, mais tu sais, Isha, si ça devait se faire aujourd'hui, en fait, la tante, elle te donnerait sa fille, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, tu as un beau parcours, Ouais. tu gagnes bien ta vie, Ouais. tu voyages, quand tu vas dans des fêtes de famille, tout le monde te trouve cool Ouais. et tout. Donc, on est passé des gens, Des parias. on se moque à des gens qui vraiment, des gens respectables. les gens n'auraient pas de mal à nous donner leur fille si on venait poliment. Ouais. Tu vois, ouais, tantine, vraiment, est-ce que je donne un lit? Elle dit, mais tiens. Alors qu'il y a 15 ans, tu donnes pas ta fille à un rappeur, gros. Bien sûr. Tu vois Est-ce ce que que je tu veux sais dire? ce que c'est un rappeur Mais mon frère, tu dis c'est un DJ, elle ne comprend même pas, c'est quoi, c'est un rappeur? En plus, chez nous à l'époque, comme on est dans une Tu veux ville- devenir Snoop Dogg. Mais non, plus comme on est dans une ville de voyous, tu faisais du rap, t'es un voyou. T'es un voyou, ouais. C'est tout. Tu vois, nos parents, jusqu'à il y a peu de temps, ils ont du mal à accepter que c'était un métier. hein. Ah ouais, ouais. Tu vois, Mais là, on Avant que gagne tu notre offres vie des de ça. cadeaux, que tu. Il y a quelques années, ça faisait 1 an qu'on faisait Isha, on commence Green, et moi, j'étais éducateur de rue, je suis éducateur dans les quartiers, tu Ok. vois. Et on me propose un CDI.
Ok. au moment où on s'engage sur Green. Et je refuse le CDI. Mais ils m'ont tous pris pour un fou. Ouais. Mes parents, les parents de ma meuf, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce type? Il s'engage sur le gars là, Green Montana, on comprend rien à ce qu'il dit, il vient de Verviers, tu vois. Et nous, on se regarde, on se dit, ouais, c'est ça qu'on fait, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, tout s'inverse, et nous, on avait confiance en nous, et maintenant, ils disent, ah ok, c'était ça en fait. Tu vois. Mais des fois, il y a des vestiges. Bon, on est des zazas, tu vois. Le diplôme, c'est... T'as un diplôme, t'es juste en dessous de Jésus. Tu vois. Et tu vois, là, on est dans des vies, on est bien, on est entrepreneur, on vit bien. Et moi, je reçois des fois des WhatsApp, des darons. En plus, les darons WhatsApp, voilà. Ouais, bon. Avec des photos de diplôme. Tu veux pas faire des études? Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Encore J'ai aujourd'hui dit, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, là. Tu vois, je dis, mais là, je gagne plus d'argent que si j'avais ton diplôme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce diplôme? Tu vois? Mais il y a toujours ce spectre dans l'esprit, tu vois. En plus, je pense que c'est propre aussi à notre communauté, où le diplôme, c'est le Saint Graal, tu vois. Mais aujourd'hui, on est des gens respectables. Ouais, c'est ça. Tu vois, Tant que nous, tu viens pas ouais, tant c'est que tu viens ça. pas au travail avec un costume, cravate. Pour ça, on ramène les singles d'or, c'est des diplômes. Exactement. Par contre, je vais vous poser une question. En tout cas, moi, si j'ai un jeune en face de moi, je le déconseillerais de faire ce que j'ai fait. Ah, fort. Et Ah, fort. de refuser un CDI. C'est ça qui est paradoxal. On en est fait, des tu fous vois. en fait. Moi, Pareil, je déconseillerais Je sais pas. pas si- ouais. Non, moi, je suis En pas tout cas, d'accord. fais attention à ce que tu Moi, fais. je dirais pas Parce de que toi, refuser. tu connais ton énergie, tu sais. Non, mais vraiment, en fait, ce qu'il a fait, j'étais là, je sais qu'il a fait le bon choix, mais c'est le choix que je déconseillerais mon fils, c'est n'importe qui de faire ce choix-là. Moi, je Parce suis que pas... c'est un choix dangereux. Et donc, je pense que donner l'assumer, des quoi. bons conseils à quelqu'un, c'est lui faire prendre un minimum de risques. Tu vois, et là, c'est très risqué, tu vois, il a fait un coup de poker, ça a payé. Voilà. Moi, je pense. je- Ouais, je te laisse. Parce que moi, je suis pas d'accord. En fait, moi, je déconseillerais tous les mecs qui veulent arrêter l'école. Ouais, Moi, va à l'école, prends ton bac plus 2, 3, 4, 10 s'il faut. ouais. Mais refuser un CDI, crème. Tu Ok. vois? Parce que quand tu as fait des études, tu as un parachute. C'est que tu prends pas ce CDI-là, dans 6 mois, tu peux en avoir un autre. Ouais. Mais moi, ce que je conseillerais à tous les jeunes, c'est ayez une vision, quoi. C'est ayez un blueprint, comme dirait Jay-Z. Ayez un blueprint et Il dit ça avancez. depuis 10 ans, j'ai jamais Ça compris. fait 10 Le ans. marathon. À chaque fois, Isha, c'est quoi ton blueprint? Je lui disais, mais écoutez pas. Voilà, mais, vois, regarde. non, mais la dernière fois, on avait cette discussion. Ouais. Sur qu'est-ce que je te disais, j'ai passé des années à dire des trucs à des mecs qui comprennent 10 ans après. Je te jure. C'est vrai. Et ça m'arrive souvent, 10 ans après, des mecs viennent me dire putain, si, j'avais raison. Parce que moi, je suis focus sur ça, en fait. C'est que la réalité, c'est que si on part dans des trucs un peu plus moins concrets, tout part de l'esprit. Ouais. Tu vois, il y a un mec qui, un jour ici, il a Commence par réfléchi. une idée. Exactement, tu vois. Et t'as un mec qui a réfléchi à mettre des tonnes de bois dans de l'eau, et il s'est dit, ça fait un bateau, et il y a des gens, ils ont dû rigoler. Tu vois ce que je veux dire? Mais il est parti de là. Et moi, je pense que tout part de l'esprit. Ouais. Et que si on n'a pas accordé l'esprit à une vision concrète, et qu'on l'a pas subdivisé en petits actes qui t'emmènent jour après jour à la réaliser, t'arriveras à rien. Ouais, c'est clair. Tu vois? Et je pense que nous, l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on avait des visions, mais on a cru prendre plein de raccourcis. Tu vois? Qui au final, c'est des trucs qui nous ont retardés. Ouais. Parce qu'on n'avait pas la structure, on n'a pas voulu aller à l'école, mais ça c'est lié aussi à toutes les histoires structurelles, à la colonisation, soit, tu vois? Mais on n'a pas été chercher ces structures mentales qui nous a permis de subdiviser notre vision en plein d'étapes qui nous permettent d'arriver d'un point A à un point B. Mais la réalité, c'est que ça. Ouais. Tu as une vision, tu l'inscris de manière concrète sur un papier, sur un tableau, et tu divises tout. Par mois, par année, par semaine, et un petit truc va te rapprocher tous les jours de ton gros truc. Tu vois? Mais je pense que sans ça, il n'y a rien qui est viable. Tu vois, c'est que pour Cana, on a des arbres qui sont millénaires, il faut qu'il y ait une base qui soit solide. Ouais. Tu vois, et ça, c'est des choses qu'on a mis des années à comprendre. Parce que personne ne nous les a dites. C'est qu'on n'a jamais vu de mec réussir. Tu vois, encore nous, on n'est pas parisiens. De là d'où on vient, avoir un CDI, c'est une réussite. Tu vois, c'est vraiment... tu vois, ah ouais, il a fait un truc de sa vie, quoi. C'est win for life. Tu vois, exactement. Parce qu'il y a aussi l'autre truc, tu vois, c'est que peut-être, voilà, rappeur ou le milieu comme ça du hip-hop, c'est un truc relativement mal vu. Mais grâce à ça, on vit des choses folles qu'on n'aurait peut-être pas pu vivre autrement. Sûr. Il y a des gens qui chantent nos chansons, financièrement, on s'y retrouve.
Par exemple, quand tout à l'heure vous parliez des papas et des mamans, entre guillemets, comment leur faire comprendre ou comment rendre ça concret, moi vraiment je parle en argent. Moi ma grand-mère c'est la personne de ma famille dont je suis le plus proche. Elle a plus de 70 ans, tu imagines que pour elle c'est quelque chose qui est totalement abstrait. Je lui dis là par exemple, mamie là, en 1 heure j'ai fait 1 SMIC et demi. Elle me dit ah ok, oui. Ah d'accord. Et après elle me demande plus tout. Et ça va en ce moment, tu vois, ça la détend, tu vois. Ça détend, ouais. Mais il faut malheureusement parler en des termes comme ça, parce que si on enlève tout le côté artistique et tout, qui est déjà fou, tu vois, de voyager grâce à ça, même financièrement, si tu mènes bien ta barque, et moi je suis vraiment pas une star, hein, loin de là, tu vois, je suis un artiste de niche comme on dit, ouf, mais je vis ma vie comme ça, j'ai plus d'autre travail, rien que cette formulation elle est folle, c'est ça mon travail, mais j'ai plus de travail plus conventionnel, voilà, c'est ça mon travail, et si à 18 piges on m'avait dit, voilà, là, tu vas gagner tant pour faire du rap, ça va t'emmener là-bas, tu vas connecter ces gens-là, j'aurais signé peut-être plus que pour faire gardien à la mairie d'Aulnay, tu vois, en vérité. Et c'est un risque à prendre, comme il a dit Six, c'est un risque à prendre. Isha, il le déconseille. Moi, je ferais peut-être plus de la vie de Six, surtout sur des vies qu'on a. Allez, on vit 70 piges, prends 2 ans de ta vie pour tenter un truc, ça ne te coûte rien. Tu vois, surtout si tu es diplômé, tu peux revenir, tu as une base. Mais pour les choses que tu peux vivre, franchement, je crois que c'est un risque à prendre. Wow. Vraiment. C'est très inspirant, là. Nous, on l'a tous pris, en tout cas, finalement. On l'a tous pris, mais faites attention, les mecs. Parce que ce qu'il faut dire, hein, c'est que, excuse-moi, je termine par ça, mais le pourcentage de gens qui y arrivent à en vivre par rapport au reste, à ceux qui échouent, c'est une dinguerie de... Moi, c'est pour ça que je ne conseillerais pas. Parce que si tu me dis, ouais, sur 100 mecs que tu as connus, combien l'ont fait? Mais le chiffre que je vais te dire... Une chance sur 1 million. Tu vois, ouais, comme de faire des millions de streams, tu l'as fait. Comme d'être invité chez Levis, tu l'as fait. Tout est possible, gros. Ouais. Tu vois? Mais... Tu vois, chez Click. C'est un risque à prendre. Je ne te dis pas qu'il faut sacrifier 20 ans de ta vie. Ouais. Mais ma mère, elle m'a dit un chouette truc l'autre jour, parce que il y avait un projet, j'avais un peu d'économie, j'ai mis dans ce projet. Elle m'a dit, tu auras toujours un toit, tu auras toujours à manger, tu vois, même si tu perds ton appart et tout. Donc, à la limite, si ces gens-là, ils ont du soutien, des supports des parents, tu vois, ok, tu vois. Mais moi, j'ai eu des périodes dans ma vie où ma mère, j'ai pas eu ma mère parce que j'étais dans des périodes sombres. Et là, j'ai un parachute, mais il y a des gens qui n'en ont pas, tu vois, qui n'ont pas une maman qui peut dire une parole comme ça, ouais, tu auras toujours de quoi manger et tout, tu vois. Et donc, c'est ceux-là, ils vont, même l'argent qu'ils vont mettre, j'ai vu des gens mettre l'argent de leur loyer. Ça s'est vu à l'époque. Hein, là, on est d'accord, mais pour moi, amour. C'est différent. Tu peux pas tout miser sur la musique ou sur quoi qu'est-ce. Jamais de la vie, il faut le conseiller à qui que ce soit. C'est un risque mesuré. Tu vois, faut des risques mesurés. Quand je refuse le CDI et que je me mets sur Green, on signe chez Alias et ils nous promettent qu'on fera 60 concerts. Ouais, c'est vrai. Je sais que je vais faire 60 concerts. Je suis C'est un pas un risque fou. mesuré. Donc je me dis, ok, je calcule, bon là, je vais retourner au chômage, ça va être dur. Ok, combien je paye mon loyer? Ok, 60 concerts, ça fait combien de concerts par mois? Je fais mon calcul, je dis, bon, ça va être dur au début, mais en fait, ça va. Au moins, je vais aller au travail habillé comme je veux. Ma barbe, elle peut être longue comme ça. Je peux me tatouer quelque chose ici sur le front. Ça ne change rien. Ça veut dire que je suis totalement libre. Je travaille dans ce que j'aime. Je toucherai peut-être moins, mais ce que ça va me procurer comme plaisir, ça vaut plus. Et pour rebondir C'est sur pour ça qu'on prend ces risques. Et après, on va... Ouais, désolé. Ouais, désolé, on est chaud, là. Moi, je pense qu'il y a un truc à rajouter Continue, t'inquiète. pour clôturer tout ça, c'est que il y a un passage qui est très important, je pense qu'on a tous vécu ici, c'est qu'à un moment donné, tu dois tuer ton ego. Ah, C'est ouais, que ouais. quand ton ego prend trop de place, il te fait prendre de mauvaises décisions. Ce que je veux dire, c'est que dans ce cadre-là, refuser un CDI pour aller au bout de son rêve, c'est quelque chose que moi je conseille à tout le monde. Mais si le rêve ne fonctionne pas, récupérer un CDI, il faut pouvoir le faire aussi. Pas se dire, ah ouais, mais non, mais j'ai fait 2 clips, si on me voit demain. Ouais, nous on a toujours su qu'on irait peut-être, on retournerait peut-être au S'il charbon faut un jour. retourner, charbonner, Et jusqu'à maintenant. On a un frérot à nous, un peu plus âgé, si tu vois de qui je parle, qui a été une superstar en France, qui est reparti, je ne sais plus quoi, chef de rayon, il me disait, il a bossé comme ça pendant 2 ans, voilà, il oubliait son passé de rosta, il s'est dit, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, j'y retourne. Mais je sais que c'est pas possible pour tout le monde, tu vois. Il y a même des gens qui n'ont rien accompli dans leur vie, qui sont des aigris du rap, tu vois, qui refusent de bosser pour des trucs comme ça. Pour eux, c'est des rappeurs, ils n'ont pas à faire ça. Alors, imagine les gens qui ont été des restas. Mais ouais, il faut tuer l'ego. Faut tuer voilà, l'ego. faut tuer C'est l'ego. ça. Bah, écoutez, sur ces belles paroles, on va passer au Q&A. Donc, on prend les questions de là où elles viennent. Donc, je vous laisse
poser les questions. Quelqu'un a des questions? Du coup, j'en ai une qui est particulière, mais en gros, c'était pour Isha. Ou même pour Imsa aussi. Mais, Comme dans Face à Baba, vas-y, mec, interroge, vas-y. Toute personne qui écrit, qui fait de la musique. Mais en gros, qu'est-ce qui a fait que qu'est-ce qui a fait que tu as commencé la musique? Est-ce que tu as fait... qu'est-ce qui est le premier truc? Par exemple, moi, j'écris, je fais de la musique aussi, mais j'écris. Et le premier truc qui a fait que j'ai fait de la musique, c'est que j'ai écrit avec des rythmiques un peu dans ma tête. Et qu'après, en voyant que la musique pouvait générer des émotions, que je pourrais écrire derrière. Du coup, est-ce que toi, c'est l'écriture d'abord? Est-ce que c'est la rythmique? Est-ce que c'est le son en lui-même? Non, je crois que c'est l'image et l'écriture d'abord, ouais. L'image et l'écriture? Ouais. Ok. C'est l'image, voir des choses me donne envie de les écrire, en fait, tu vois. C'est ça ta question? Ouais, c'est ça. Ouais, en gros, parce que je sais qu'il y a plusieurs profils et qu'il y a des profils plus littéraires, plus imagés et plus. Et puis il y a des gens, c'est le son qui leur donne. Moi, je crois que c'est les deux. Moi, j'écris et je mets ça en musique. Il y a des gens, ils font de la musique, après ils mettent des mots dessus, tu vois. Moi, je crois que c'était l'écriture, après j'ai mis en musique. Et aussi, comment vous écrivez? Est-ce que vous écrivez des textes avant? Ou est-ce que vous écrivez en fonction de ce que vous entendez? Ou est-ce que Il écrit plus? Parce que je sais qu'il y a plusieurs profils là-dessus. C'est la musique. J'ai toujours trouvé bizarre les mecs comme Nando. On a un ami, rien, pas d'écouteur, il écrit comme ça, tu vois. Salut. Moi, j'avais une question. C'est sur la confiance en sa propre musique. Parce que je trouve que c'est un peu faux de dire qu'on a 100% confiance en sa musique. Et à la fois, c'est important de douter. Et moi, ma question, c'était est-ce que la confiance que vous avez en votre musique ou pas, ça vient du fait qu'elle a un public, c'est qu'au moment où elle est distribuée, qu'elle est reçue par les gens, ça vous donne confiance en vos masters, en vos albums, voilà. Ou est-ce que vraiment, dès qu'elle est finie, dès qu'elle sort du studio, vous savez et vous avez confiance ou pas, mais voilà, c'est plus. Est-ce que c'est le regard des autres qui vous donne confiance en votre musique ou justement c'est pas lié? Moi, c'est le mélange de plein de trucs. Il y a eu déjà les réactions, mais les réactions réelles, pas je t'envoie mon morceau, tu me dis c'est chaud. Pour moi, ça veut rien dire ça. Mais les réactions comme ça en direct, en live, je sais pas, sur un freestyle, quand tu fais écouter un morceau, d'autant plus que moi, j'ai eu la chance que ce soit entre guillemets par des gens déjà validés, etc. Donc ça m'a donné une forme de confiance de me dire, bon, si ces gars-là, ils me trouvent chaud, c'est que ça doit pas être si nul que ça, en tout cas. Parce que, je parle en mon nom, moi, j'ai aucun recul sur ce que je fais quand je fais un truc. Il y a un filtre dans ma tête qui fait que quand j'écris quelque chose et que je sens que c'est pas bien, je m'arrête direct. Mais quand j'enregistre un morceau et une maquette, je sais jamais si c'est bien et c'est moi qui suis dingo ou si c'est nul et si c'est moi qui suis dingo de trouver ça bien, tu vois. Du coup, moi, je me fais ma petite sauce. J'ai, entre guillemets, 5-6 personnes à qui j'envoie. Selon, par exemple, je sais qu'Isha, entre guillemets, ses spécificités. J'aurais besoin de son avis sur X truc bien précis de ma musique. Et je fais ça avec 5-6 personnes. Après, je me fais ma propre sauce. Et en général, c'est rarissime que les avis soient mitigés. En général, ils sont quasiment tous d'accord ou ils ont quasiment tous la même critique. Et moi, après, ça me conforte. Mais ça fait partie des exercices les plus durs pour moi. Si j'étais tout seul sur une île et que je faisais du son, franchement, gros, je pense que ça me ferait trop mal à la tête. J'en ferais pas, en fait. Je pense que ça me rendrait ouf. Ce serait trop dur de savoir, là, c'est bien, c'est pas bien. Non. Du coup, à quel point du coup, le retour des autres, soit au studio ou derrière les potes ou l'entourage, à quel point il faut le prendre en compte ou pas? Parce qu'après, quand on est convaincu de quelque chose, c'est Il compliqué n'y a aussi pas de revenir en recette, arrière. ça veut dire que moi, ce que je t'explique, c'est en fonction de mon tempérament à moi. Peut-être que toi, tu as des forces ou des faiblesses différentes des miennes. Moi, j'avoue que j'ai zéro recul sur les chansons que je fais quand je les fais. Ou alors, il me faut 2 mois, mais vu que je me passe 6 mois à les écrire, ça commence à faire un petit temps. Donc, moi, je sais que pour le profil que j'ai, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas une confiance de ouf et qui n'arrivent pas à prendre du recul sur leur propre musique, c'est archi important. Mais il y a plein de gens pour qui c'est pas important et ce serait peut-être même dommage qu'ils demandent trop d'avis. Je pense qu'il n'y a pas de recette applicable comme ça, tu vois. Moi, j'ai un avis là-dessus. Je pense que c'est important d'avoir l'avis d'étrangers parce que je pense que très souvent, lorsque tu lances un projet, un contenu, c'est la musique, mais ça peut être mon cas. L'entourage, les amis vont avoir tendance à te brosser dans le sens du poil. Je fais une petite parenthèse dans ta parenthèse. Quand je dis 5-6 profils, il n'y a pas que des gens qui sont des passionnés de rap, il n'y a pas que des gens qui sont mes meilleurs amis. Même, entre guillemets, la critique que j'attends d'eux, elle est importante pour moi dans les...
comme je l'ai dit, les gens qui sont convaincus d'avance, moi je sais que dans mes amis, il y a des gens qui ne sont pas objectifs avec ma musique. Quoi que je fasse, ils vont dire que c'est bien. Je leur envoie pas. Ou alors, si dans un soir, je me sens archi mal, je vais prendre un peu de ce fort, tu vois. Mais sinon, non, quand je cherche une vraie critique, vraiment, Isha, s'il est dans cette liste, c'est parce que je sais que s'il aime bien, il va me dire que c'est bien. Ouais. S'il aime pas, il va me dire pourquoi il aime pas. Ouais. C'est aussi simple que ça. Ouais. Et je préfère vraiment. Moi, je serais quasiment déçu qu'ils me disent tout le temps c'est bien. Ouais. Ça Mais parce que m'embêterait. toi, tu as cet avantage-là d'avoir des gars, enfin un entourage avec une partie de gens qui sont honnêtes. Mais c'est vrai qu'en général, quand tu regardes aujourd'hui, ce que j'ai constaté, c'est que tu as beaucoup d'artistes qui sont isolés ou qui vont avoir 2-3 potes qui auront tendance à vouloir plus encourager l'artiste. Et c'est leur manière à eux de l'encourager en disant ce que tu fais, c'est bien. Mais d'eux-mêmes, ils n'iraient pas écouter. Et en réalité, ce qu'il faut des fois, c'est le meilleur compliment, à mon avis, que tu pourrais recevoir, c'est d'un étranger. C'est quelqu'un qui ne te connaît pas. Donc si tu réussis à être dans une situation où quelqu'un qui ne te connaît pas fait comme ce qui t'avait fait sur le premier projet, en venant en disant ah, j'adore ce que tu fais, etc., c'est que là, tu as eu un vrai retour d'un étranger. Et je pense que quand tu réussis à sortir de ce cadre-là de tes amis et que tu as des retours extérieurs de complets étrangers, là, je pense c'est là où, à mon avis, tu peux savoir où tu vas, quoi. Mais c'est vrai qu'après, je suis d'accord avec vous, je le vois avec les artistes et je le vois même dans ce que je fais. C'est difficile d'avoir confiance à 100% sur le contenu que tu fais au départ. Il faut avoir un retour. C'est ton plat, mais c'est les gens qui font la sauce, tu vois. Donc, ouais. il faut avoir archi confiance en leur avis. Ouais. Faut aussi avoir conscience de toi, quelles sont tes forces et tes faiblesses et quels commentaires ou quelles critiques vont être adaptés à ce que tu as envoyé. Moi, je sais pas, je vais dire une connerie ici, je fais un son vocodé et que ce que j'attends comme avis, c'est sur ma mélo. Le poteau qui va me dire, ouais, là, cette rime-là, je la trouve comme si, ça rentre là, ça sort par là, tu vois, je m'en fous. Mais voilà, c'est plein de petits paramètres comme ça à prendre en compte. Et comme il a dit Chris, l'entourage, ça peut être le poison d'un artiste, tu vois. Ça peut être sa force, mais ça peut aussi être son pire poison. Il y a plein de gens qui étaient des gens talentueux, qui ont flopé parce qu'ils étaient mal entourés. Donc non, il n'y a que toi qui sais, parce que c'est ta vie, c'est ton destin, c'est toi qui dois maîtriser le maximum de paramètres. Et les gens que tu vas choisir aussi, pour te demander des avis, c'est toi qui les choisis. Et c'est quasiment toi qui es responsable de comment ils vont se comporter avec ta musique. Si tu choisis que des gens qui te brossent dans le sens du poil, tu seras responsable et pas eux d'avoir choisi des gens qui te brossent dans le sens du poil, tu vois. Moi, les gens que j'ai choisis, gros, je les ai pas choisis pour me faire plaisir, je les ai pas choisis pour qu'ils me donnent de la force, je les ai choisis parce que j'ai besoin d'avis critiques, donc des gens soit qui s'y connaissent, soit des gens justement qui sont en dehors. On a aussi besoin, même quand on est des artistes nichés, de l'avis des gens qui y connaissent rien, entre guillemets, parce que ça reste de la musique et nous, on a le cerveau qui a été trop formaté, ça fait trop longtemps qu'on fait ça, on n'est plus des auditeurs lambda, on n'est pas des meilleurs auditeurs, des fois on est des pires auditeurs parce que je pense qu'on écoute peut-être moins de musique qu'avant, on commence à se fermer, etc. Et on a besoin de gens qui sont des auditeurs qui n'ont pas tous les trucs qu'on a dans la tête, qui sont des trucs qui ne regardent que nous, entre guillemets, et que les gens qui écoutent de la musique, pour la plupart, ils ne calculent pas ça. Ok. Manfred, tu avais une question ? En fait, j'ai une question pour toi, mais je suis désolée, je ne sais pas comment tu t'appelles. Six God. Ok. Parce que tout à l'heure, du coup, tu parlais de blueprint, de vision et tout. Et la question que j'ai, c'est du coup, quand tu as un artiste, que tu as une vision, mais que tu n'es pas trop entouré et tu n'es pas hyper organisé, comment tu fais ? Tu t'entoures ? Ouais, mais comment tu fais, du coup ? Mais c'est une question qui est simple et compliquée à la fois. C'est que, je vais prendre le cas de Green. Green, c'est Isha qui le trouve. Okay. Isha, il voit qu'il a des points positifs et il a des lacunes. Mais il va monter une équipe autour de Green. Il va chercher Stan, il vient me chercher moi, on va chercher Myriam, pour toutes des raisons différentes. C'est que, moi je sais que quand Isha vient me chercher, c'est parce que, de son point de vue, je suis quelqu'un qui a une oreille et qui a une vision. Et donc il vient chercher ça chez moi. Mais il ne va pas trouver la structure chez moi. Il sait très bien que, être à l'heure, je sais le faire, hein. Mais le reste, ça devient plus compliqué. Okay. Stan, c'est un homme de structure. Et on est à 4 dans le label, on a un peu deux binômes. C'est que Stan et Myriam, c'est la structure. On sait que on dépose un mot dans notre groupe WhatsApp, tout est mis dans des mails, dans des agendas, tout est structuré. Et Isha et moi, on va être beaucoup plus, je vais dire sanguin, mais on travaille beaucoup plus au feeling. Et je pense que, moi, la première société que j'ai montée, j'ai mes oncles, on a tous des vieux oncles,
On se dit qu'ils n'ont pas grand-chose à nous apporter. Au final, ils ont beaucoup de choses à nous apporter. Et la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, ouais, écoute, mon fils, entoure-toi bien. C'est le truc le plus important. Si je l'avais écouté, ça n'aurait pas floppé, d'ailleurs. Mais je pense que si tu as une vision, il faudrait qu'avant de la mettre en œuvre, tu cherches les éléments qui peuvent t'aider à la mettre en œuvre. Avant même de chercher à la mettre en œuvre. C'est un peu comme tu as la vision de faire une maison, mais si tu n'as pas de marteau, tu ne vas pas aller très loin. Donc il faut d'abord trouver le marteau, et après tu vas chercher les clous, et après tu construis, tu vois. Je pense que c'est des questions directes aussi. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois des gens qui sont à peu près à ton niveau. Exactement. Tu leur envoies des questions. Tu ça. leur dis voilà, j'ai ce projet, j'ai ce gars, voilà, je suis une artiste, voilà où j'ai envie d'arriver. Et des fois, c'est très direct. Des fois, Ouais, tu peux faire un tweet, tu peux faire une story Insta où tu demandes l'avis des gens. Au final, il y aura plein de gens qui vont rigoler, mais il y a peut-être des gens qui vont te dire une phrase qui va switcher dans ton cerveau et qui va changer ta life. Et des fois, il y a des gens que tu côtoies que tu n'imagines pas dans ce milieu-là. Donc tu dis, ouais, mais je ne veux pas travailler avec lui. Or qu'au final, c'est ces gens-là avec qui tu travailles. Moi, c'est ça que je voudrais dire aussi, c'est d'avoir les yeux bien ouverts, parce que par moments, les réponses sont en face de toi, quoi, tu vois. Et il y a des gens qui peuvent avoir des qualités, mais si tu réfléchis ces qualités-là dans la musique, c'est top, tu vois. Moi, il y a aussi un truc de négliger personne, d'écouter tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu fais ça. Mais il te dit, fais ça, demande-lui qu'il te montre, là, tout de suite. Même si il te reste que 5 minutes, mais fais voir un peu ce que tu fais. Hop, tu vois, le mec, il fait des logos de ouf, tu vois. Ok, contact. Mais tu aurais pu le négliger en disant, ouais, c'est un énième mec qui fait du graphisme. Mais en fait, moi, je crois que c'est ça. Garder ta curiosité d'enfant, tu vois, et la mettre au service de ta musique, c'est avoir les yeux ouverts à chaque moment, quoi. Et rien laisser au hasard. Et vraiment rechercher la complémentarité, tu vois. C'est que tu sais ce que toi tu as. Admettons que c'est toi qui as la vision, mais tu n'as pas besoin de t'associer à quelqu'un qui a une vision. Tu as besoin de t'associer à quelqu'un et il n'y a pas de rapport de subordination, mais tu as besoin de t'associer à quelqu'un qui va faire le gros œuvre. Et c'est ça qu'il faut que tu cherches. Et tu dois en avoir dans ton entourage, ou dans l'entourage de ton entourage, tu vois. Et c'est juste faire des liens Tetris, quoi. Ouais. Tu vois. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Et voilà, c'est tout. C'était génial.